Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce troisième débat sur le 6e anniversaire de la gouvernance du président Patrice Talon. Ce soir, nous abordons les chantiers de l'emploi. Vous le savez, la croissance soutenue de l'économie ces dernières années et les grands travaux ont engendré des gains important sur le front de l'emploi, quand bien même le plein emploi est un objectif encore lointain. Plusieurs programmes d'insertion et d'amélioration de l'employabilité, surtout des plus jeunes, ont été mis en place. On peut citer entre autres le programme spécial d'insertion à l'emploi PSIE, la zone industrielle de Glo-Jigbe qui doit générer 1000 emplois, la formation professionnelle, nouveau cheval de bataille du gouvernement pour garantir l'adéquation, formation, emploi et autres projets d'envergure. L'heure étant au bilan, quel point peut-on faire de ces différents programmes initiés et pensés par le gouvernement en place depuis maintenant 6 ans? C'est à ce débat que nous avions convié différents acteurs. D'abord, le directeur de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE. Il s'agit de M. Urbain Amegbedji. Bonsoir, M. Amegbedji. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir. Avec vous, nous serons également avec le coordonnateur du programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSIE, M. Charlemagne Lokossou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons aussi sur ce plateau M. Bomer Maounan Agbagba. Il est enseignant et formateur en entrepreneuriat. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Et enfin, un quatrième invité qui va nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de M. René Mathias Akakpo, qui est conseiller technique à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle. Mesdames et messieurs, voilà mes invités de ce plateau spécial. Bienvenue à vous. Nous allons démarrer donc ce débat par la toute première question qui sera évidemment posée au directeur de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, M. Urbain Amegbedji. À l'heure actuelle, quel bilan peut-on faire en matière de création d'emplois? Merci beaucoup. Disons que quand on parle de création d'emploi, bon, on est un peu dans un abus de langage. Nous ne créons pas l'emploi, c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Il faut replacer les choses dans leur bonne norme. Bon, accessibilité de l'emploi alors? Notre rôle, vous savez, je n'ai pas d'entreprise, et donc je ne peux créer aucun emploi. C'est l'entreprise qui crée l'emploi. Et nous jouons un rôle qu'on appelle de l'intermédiation, qui consiste à être entremetteur entre les demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi, ce que nous appelons de l'intermédiation. Donc, je ne saurais parler d'emplois que nous avons créés. Il faut être clair avec les gens. Nous ne créons pas d'emplois. Nous faisons, d'ailleurs, vous dites, Agence nationale de promotion de l'emploi. Bon, donc nous faisons de la promotion, on va dire. Alors, quel bilan peut-on faire? Il faut dire que en matière de création d'emplois, ce ne sont pas les institutions comme les nôtres qui créent l'emploi. Et l'État, le gouvernement lui-même, bien qu'étant employeur, parce qu'il a des fonctionnaires, ce n'est pas lui non plus qui crée l'emploi. Mais le gouvernement, à travers sa politique, crée les conditions pour que l'emploi se crée. Et donc, si on doit faire le bilan aujourd'hui, quel était le travail essentiel à faire? Le travail essentiel à faire, c'était de créer un environnement propice à l'épanouissement de l'entreprise, puisque c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Et donc, il fallait faire en sorte que l'entreprise puisse se sentir à l'aise pour pouvoir créer de l'emploi, recruter. Alors, quelles sont les conditions qui ont été créées pour l'entreprise depuis que le gouvernement est arrivé? Beaucoup de choses ont été faites. Au plan fiscal, au plan judiciaire, au plan, toutes les réformes au niveau de l'éducation. Vous savez que le premier mal dont les entreprises souffrent dans notre pays, c'est l'inadéquation formation-emploi. Les entreprises recherchent des compétences qu'elles ne trouvent pas
Alors qu'on a une pléthore de gens qui sont diplômés et donc il y a comment on appelle, un dysfonctionnement à ce niveau. Et donc, la réforme actuelle, il en parlera, il est là, la réforme actuelle du système de l'éducation vise à rapprocher un peu les deux bouts pour qu'il y ait un peu plus d'adéquation. Et donc, le gouvernement s'est engagé depuis 2016 dans une vaste réforme de tout le système, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit social, de manière à ce que nous puissions à terme pouvoir trouver un environnement qui puisse permettre aux entreprises d'être beaucoup plus à l'aise. Vous savez qu'aujourd'hui, si je prends quelques exemples seulement, le système de création de l'entreprise a été fortement amélioré. Le Bénin a été même premier dans le monde en matière de création d'entreprises. Ça, c'est une réforme essentielle. De facilité de création. Absolument, on a été premier, on est premier. Parce que nous avons fait les réformes qu'il faut pour que le temps de création de l'entreprise soit le plus rapide au monde. Hein? Au moins, le Bénin peut être premier dans quelque chose. Mais, sans compter les revers, vu que le plateau n'est pas spécialement sur... On ne va pas bouder notre plaisir d'avoir été premier, au moins dans quelque chose. Il faut le reconnaître. Donc, la créativité de l'entreprise a été améliorée pour que n'importe qui a l'intention de créer puisse le faire dans un temps record avec les facilités qu'il faut. Vous savez que c'est au cours de ce mandat aussi que le tribunal de commerce... Vous savez que ce qui handicape les entreprises aussi, c'est les conflits. Conflits qui s'enlisent, qui les empêchent, qui ne leur permettent pas de s'épanouir. Le tribunal du commerce est devenu aujourd'hui quelque chose qui est entré dans les mœurs et les entreprises peuvent y aller résoudre leurs problèmes. Ça, c'est aussi très important en matière de réforme qui facilite le travail aux entreprises. Tout ce qui a été fait en termes de digitalisation pour que l'entreprise paye son impôt, ses taxes, tout est digitalisé aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'aller faire un rang, des jours. Tout ça là, c'est pour permettre à l'entreprise de s'épanouir et de pouvoir... et puis, il y a eu toutes les facilités, je ne les connais pas toutes, en matière de fiscalité. Vous savez que la TPS est passée de 400 000, comme le ministre des Finances l'a dit la dernière fois. Donc, tout ça là, c'est fait pour que celui qui veut créer l'entreprise, celui qui veut faire des affaires, vous savez aussi que le code des investissements a été nettoyé, a été amélioré pour que celui qui vient de Chine, de Shanghai ou d'Italie et qui veut déposer son entreprise au Bénin n'ait plus les difficultés qu'on avait par ailleurs pour pouvoir s'installer. Ce qui permet qu'aujourd'hui, quand vous voyez le chiffre, le nombre d'entreprises qu'on crée par mois et par trimestre, ça ne fait que évoluer. Tout cela, on appelle ça l'environnement propice à la création d'entreprises. Et une fois que l'entreprise s'installe, elle aura besoin de recruter. Et c'est en ce moment-là que nous mettons en œuvre pour être au service de cette entreprise, pour lui dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des comptables? On va t'en trouver. Tu veux des techniciens? On va t'en trouver. Et donc, nous, notre rôle en tant qu'institution, c'est d'être au milieu de cette entreprise qui a des besoins et de ceux qui sont formés, qui sortent de l'université et qui ont en main des parchemins cherchant un emploi. Et donc, depuis, ce que je vais dire pour conclure sur cette première question, c'est que ce qui a été fondamentalement fait d'abord, c'est la réforme. Les fruits de la réforme ont commencé par donner, et dans les années à venir, il y aura de plus en plus de créativité d'emploi parce que le nombre d'entreprises qui s'installent, le nombre d'entreprises qui se sentent plus ou moins à l'aise pour faire les affaires au Bénin va permettre que le nombre de chômeurs diminue et que le besoin en recrutement puisse s'accroître. Donc, voilà globalement ce qui a été fait. Je ne suis pas là pour vous dire on a créé 50 000 emplois, on a créé 100 000 emplois. Ce n'est pas ça. Mais on a créé l'environnement, le premier mandat. Maintenant, le gouvernement est dans le deuxième mandat, on en parlera peut-être. Et
il y a un autre axe qui est pris maintenant, l'industrialisation. Mais quand on parle en fait d'emploi, là tout de suite, c'est pour voir si le taux de chômage a diminué, a régressé, pour connaître nos compatriotes qui sont en situation d'emploi, fut-il cet emploi précaire ou définitif, le nombre de compatriotes, je ne vais pas dire à qui vous avez pu trouver de l'emploi, mais le nombre de compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui en situation d'emploi, puisque vous avez dit, ça fait 6 ans que cet environnement a été mis en place, si je m'en tiens à vos propos, mais dans l'absolu, c'est-à-dire l'impact en réalité sur ces Béninois-là qui sont demandeurs. Mais ça va vous étonner quand nous le disons, les gens ils s'étonnent, mais le taux de chômage au Bénin est faible, c'est 2,3%. C'est 2,3%. Je le dis en regardant votre caméra, c'est ça. C'est pas plus que ça. Et c'est faible, c'est moins que la France. Ça dit que tous ces Béninois qui se retrouvent aujourd'hui en chômage sont juste de 2%. C'est ce que vous êtes en train de dire. 2,3% plus exactement, madame. Et ce n'est pas moi qui les... Vous savez que ce n'est pas moi qui le calcule. Oui. Hein? Nous avons une institution de statistiques. Voilà, qui le calcule. Et c'est suivant la définition du BIT que nous avons tous adopté, tous les pays, pour être comparables, afin que les statistiques soient comparables d'un pays à un autre. Et au Bénin, c'est 2,3%. Nous sommes passés de 2,6 à 2,3%. Donc ça a baissé. Ça a baissé. Alors, mais quand nous disons ça, nous essayons d'être honnêtes avec vous. Ça cache une autre réalité qu'on appelle le sous-emploi, qui est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire les personnes qui font une activité qui ne correspond pas à leur formation ou qui gagnent des revenus qui ne correspondent pas à ceux auxquels ils auraient pu prétendre. Donc, cet autre dysfonctionnement qu'on appelle le sous-emploi, c'est des gens qui travaillent. Alors, pour être plus concret, c'est celui qui a la licence et qui fait du Zémédian. Bon, il n'a pas appris sa licence, ce n'est pas en Zémédian. Mais il travaille... Ceux-là ne sont pas comptés parmi les 2%. C'est un travailleur, puisqu'à chaque soir, il a un revenu. Il se lève le matin, il va travailler, il a un revenu, c'est un travailleur. Seulement, il est en sous-emploi. Il n'est pas au chômage, puisqu'il a une activité qui lui procure des revenus qui lui permettent de survivre, lui et peut-être sa famille. Donc, pour être plus concret, c'est le licencié qui fait du Zémédian, qu'on appelle, pour être plus terre-à-terre, qui est en sous-emploi. Et ça, c'est un peu plus élevé dans notre pays, et nous devons travailler à ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus d'entreprises s'installent pour pouvoir permettre à tous ceux-là qui sont en sous-emploi de pouvoir retrouver l'emploi qui leur sied, qui sied à leurs compétences. Donc, en termes de statistiques, comme vous le demandez, le taux de chômage au Bénin a baissé. D'accord, c'est noté. Alors, Monsieur Agbagba, vous étant enseignant et formateur en entrepreneuriat, justement, à votre niveau, le bilan est-il le même en matière d'employabilité au Bénin? Merci beaucoup. Je voudrais aller dans deux sens. Parce que quand on parle de création d'emplois chez nous au Bénin, il faut tenir compte à la fois du demandeur d'emploi et de l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, comme le directeur de l'ANPE l'a dit tout à l'heure, ce sont les entreprises. L'État également offre d'emploi, mais il ne crée pas d'emploi comme les entreprises. L'État met en place les conditions de création d'emploi. Et c'est ce que le directeur a expliqué tout à l'heure. Nous avons constaté pendant les 6 ans qui se sont écoulés que le gouvernement a mis en place un certain nombre de réformes pour faciliter la création d'entreprises. Et qu'ils vous souviennent, avant 2016, il y avait une structure qui créait les entreprises qu'on appelle le GUIF, le guichet unique de formalisation des entreprises, et c'était un peu facile en ce temps-là, mais ça a davantage été facilité avec la pièce aujourd'hui où les demandeurs d'emploi ou ceux qui ont des idées de création d'entreprise peuvent, depuis les maisons, avec quelques pièces seulement, créer leur entreprise. Et je pense que ça a été l'une des innovations de ce gouvernement-là, pour qu'aujourd'hui nous constations beaucoup de jeunes qui créent d'entreprises. Parce qu'entre-temps, pour créer d'entreprises, il fallait remplir beaucoup de conditions. Mais aujourd'hui, avec 10 000 francs seulement, votre acte de naissance ou bien votre carte d'identité nationale, d'autres documents que vous allez avoir grâce à l'Internet aujourd'hui, ces documents vous permettent de créer rapidement d'entreprises. L'autre chose que l'État a fait et qui aujourd'hui a favorisé la création d'entreprises chez nous au Bénin, c'est que l'État a allégé l'activité des entreprises. Entre-temps, les entreprises étaient assujetties à beaucoup d'impôts.
Et ces impôts ont été aujourd'hui un peu améliorés. Et ça fait que les entreprises se retrouvent plus à l'aise pour s'installer. Entre-temps, quand vous créez une entreprise, la première peur que nous avons, ou bien que les gens ont, ce sont les impôts. On a la peur de payer les impôts, mais aujourd'hui, quand vous créez une entreprise, l'État vous laisse pendant 1 an. Vous ne payez pas d'impôts la première année, et ce sont les années suivantes que vous commencez pas à payer d'impôts. Et ça dépend aussi des entreprises. Si vous êtes dans certaines catégories d'entreprises, les impôts sont bien échelonnés là. Et ça vous permet de ne pas avoir peur de payer d'impôts et vous allez rester à la touche pour la création d'entreprises, parce qu'on comprend que si nous devons avoir beaucoup d'emplois dans un pays, il faut que nous ayons beaucoup d'entreprises. Le deuxième aspect, c'est l'employabilité de ceux qui sont les demandeurs d'emploi. Donc, le deuxième pilier sur lequel il faut travailler pour qu'il y ait de l'emploi, c'est les compétences. Il faut renforcer les compétences des demandeurs d'emploi. Et je pense que l'État agit beaucoup dans ce sens-là. Le directeur le conseil du président qui s'occupe de la formation technique nous en dira beaucoup plus. Pour ce que je sais, je pense que les curricula de formation sont en voie d'être améliorés. J'ai eu l'honneur de participer il y a 3 ans à la relecture des curricula de formation des enseignements techniques et de la formation professionnelle, où nous avons compris, par exemple, que dans l'enseignement tertiaire chez nous, nous avons une série qu'on appelle la G2, la G3, et nous formons des apprenants qui, de la seconde jusqu'en terminale, font de la comptabilité, mais ne sont pas à même de manipuler un logiciel de comptabilité, de pratiquer la comptabilité. Ils finissent avec un bac G2, mais ils ne savent pas tenir une comptabilité. Donc, la réforme a permis, par exemple, que nous créions une nouvelle série qu'on appelle la comptabilité mécanique. Et ça permet aujourd'hui à ces apprenants d'avoir des compétences en comptabilité, d'avoir des compétences en mécanique, et dès qu'ils finissent leur formation, ils peuvent décider de continuer l'université, ou soit ils peuvent décider déjà d'être recrutés par des entreprises ou de se mettre à leur propre compte. Et nous aurons le premier bac expérimental cette année, et mon vœu, c'est qu'on finisse avec ce bac expérimental et que cette réforme soit généralisée au niveau de tout le système. Et ça, c'est une réforme majeure qu'il faut saluer. Au-delà de ça, je pense qu'également dans d'autres secteurs, il y a beaucoup d'autres réformes qui ont été faites. Il y a beaucoup d'instruments qui ont été créés par l'État. Il y a l'agence de développement de l'enseignement technique aujourd'hui qui est mise en place et dirigée par M. Haro Frétieux, qui fait un excellent travail là. Et je pense que c'est une innovation qu'il faut saluer, parce que l'État a compris que si on doit faire le développement de notre pays, il faut vraiment compter sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. On a compris que nous avons un système éducatif bancal, ça c'est une réalité, qui forme beaucoup plus de gens pour l'emploi. En fait, pour le chômage, je veux dire, qui forme beaucoup plus de gens pour le chômage. Vous avez un bac D, vous finissez, vous ne savez encore rien faire. Vous avez un bac G2, comme je le disais tout à l'heure, vous finissez, mais vous n'avez jamais manipulé le logiciel de comptabilité. Vous avez un bac G1, vous êtes incapable de rédiger une correspondance commerciale en bonne et due forme. Donc, je pense que ces travaux-là, qui sont en cours et certains sont achevés, et il faut souhaiter que les réformes continuent dans ce sens-là et que les instruments qui sont mis en place et qui sont même, et c'est ça ce que je salue, quand le gouvernement met en place les instruments, il les évalue et dès que ce n'est pas pertinent, il les efface. J'ai été très content la fois dernière de constater qu'on a supprimé certaines agences et qu'on a dû faire des fusions, mettre plusieurs agences ensemble pour gérer de façon plus efficace les questions de l'entrepreneuriat, par exemple, chez nous. Je retiens que vous revenez toujours sur l'environnement qui a été... Absolument, l'environnement des affaires qui a été vraiment amélioré. Je constate avec vous qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés. Je réalise qu'on pourrait mieux faire. Il y a quelques insuffisances. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Nous allons revenir sur l'adéquation formation-emploi au cours de cette émission. Mais Monsieur Charlemagne Lokossou, vous qui êtes le coordonnateur du PSUE, ce programme-là, est-ce que vous aussi, vous avez cette même impression que l'environnement, il est bien, mais dans la pratique, en réalité, ces candidats que vous proposez à ces différentes entreprises, comment ils s'en sortent? Merci, madame. Bon, avant d'arriver, j'aimerais quand même compléter qu'il y a un grand pan de Béninois et de Béninoises qui ne sont pas toujours pris en compte dans les statistiques d'emploi, mais qui de loin sont les plus nombreux. Je veux parler de l'emploi agricole. L'emploi agricole, c'est-à-dire nos parents, nos frères qui sont dans les campagnes, qui travaillent, mais on ne les compte pas trop. Mais si on les comptait, vous allez voir que la résolution du chômage, la réduction du chômage, comme le disait le DG de la NPE, c'est une évidence, mais ce n'est pas toujours tracé. Parce que le système de production de nos statistiques souffre d'un certain nombre de défaillances, mais qui sont en train d'être corrigées. L'autre chose, au-delà des réformes, c'est qu'il y a, parce qu'en matière d'insertion professionnelle, au-delà des réformes, il y a les opportunités de travail. Est-ce que notre tissu économique et social
de 2016 à aujourd'hui, a créé des opportunités de travail, des possibilités d'utilisation de la main-d'œuvre. C'est oui. Bon, je ne rentrerai pas dans les chiffres, parce que ça fait débat à un moment donné. Si vous prenez tout ce que le PAG1 a généré comme opportunité de travail, on est au-delà des 600-700 000 unités de travail nettes qui ont été créées. Mais comme la plupart des Béninois ne voient pas ça, d'après eux, bien sûr, de manière très évidente, et on se dit, mais bon, écoutez, il n'y a pas d'emploi. Justement, puisque Voilà. quand vous interrogez un Béninois aujourd'hui, Oui. il va vous dire qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays. C'est tout comme si les Béninois sont Ça veut dire qu'il n'y a dans pas un d'entreprise. autre Ça veut dire monde. qu'il n'y a Et pas puis, d'entreprise. les responsables de ces sociétés aussi sont dans un autre monde. Apparemment, ils ne vivent pas dans le même pays. Bon, alors, est-ce qu'il y a des entreprises au Bénin? Il est clair qu'il y en a. Bon, comment il peut y avoir d'entreprises sans emploi? Parce que ceux qui le disent, moi, je trouve ça souvent incohérent. S'il n'y avait pas du tout d'entreprise, je comprendrais qu'il n'y aurait pas des gens pour travailler. Parce qu'une entreprise, elle fait du profit, elle fait du gain. Elle a besoin de la force de travail pour transformer l'opportunité en ressources et pouvoir, bien sûr, tirer son gain. Donc, pour ça, je crois qu'il faut qu'on soit quand même de plus en plus conséquent envers nous-mêmes. Alors, cela étant, quand nous venons au niveau du PSE, qui a été mis en place en juillet 2020, c'était donc à l'initiative personnelle du chef de l'État et bien sûr avec les membres du gouvernement, il était question de tester un autre modèle d'accompagnement des jeunes en matière d'insertion. Dans certains anciens programmes, les jeunes, à la fin de leur formation, ils étaient répertoriés et répartis dans des unités administratives ou économiques pour aller faire des stages. À la fin, les entreprises ne les retiennent pas forcément après cette période-là. Et ça paraissait un peu comme du gaspillage. Ça rentre dans l'une des mesures qu'on appelle les mesures sociales d'emploi. Mais le chef de l'État dit non. Comme c'est l'entreprise qui crée l'emploi, nous allons procéder par ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Donc, le déclencheur de l'insertion, c'est l'entreprise, comme l'a dit le DG tout à l'heure, vous avez bien suivi. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Mais vu l'accompagnement que l'État apporte, l'État dit, mais malgré que je vous offre, et n'oublions pas la commande publique, elle est là, on a 2500 milliards de budget en 2022. Tout ça, il y a la commande publique qui rentre dedans, qui est l'un des premiers déterminants de l'insertion. Alors, donc, le chef de l'État dit, malgré toutes ces aides-là, je vais bonifier le salaire des jeunes que vous allez recruter. Donc, c'est ça la philosophie du PSE. Et comme c'est l'entreprise qui déclenche, l'entreprise s'inscrit normalement, elle doit être régulière, elle formule sa demande en personnel, nous l'accompagnons pour valider la demande et nous mettons l'offre d'emploi en ligne. Nous mettons l'offre d'emploi en ligne et les jeunes qui estiment remplir les conditions de l'emploi, comme un cabinet normal de recrutement, les jeunes vont postuler. Et quand ils postulent, c'est un système semi-automatisé. Et ces jeunes qui postulent ont fait le matching et ça décante ceux qui ne remplissent pas les conditions. Et plus ils sont nombreux, nous allons même jusqu'à l'évaluation en ligne, à travers ce que nous appelons les QCM. Donc ça permettait quand même de décanter. Et après, comme c'est un projet des entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est partie prenante dans le modèle. Donc on envoie les jeunes à la Chambre de commerce avec des panels d'experts métiers et ces jeunes-là sont évalués à nouveau. Et par la suite, on envoie les 3 ou 5 meilleurs à l'entreprise qui avait formulé sa demande. Qui peut les garder ou ne pas les garder si le jeune ne remplit pas l'ajustement technique et professionnel qui est attendu de lui par l'entreprise. Vous voyez bien donc que c'est toute une autre approche et ça permet la durabilité de l'emploi. Peut-être en termes de bilan, on y viendra plus tard et on va pas manquer d'opinion là-dessus. D'accord. Je rappelle que M. Mathias Akapo nous a rejoint entre-temps. Il est le conseiller technique à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle. Bonsoir, M. Akapo. Bonsoir. Merci madame. donc de nous rejoindre dans ce débat sur la création de l'emploi 6 ans après 6 ans donc de gouvernance de Patrice Talon. Monsieur Hubert Amangbidji, moi je voudrais bien savoir, ces jeunes qui sont recrutés dans ce programme-là, où se sont enrôlés dans le programme spécial d'insertion dans l'emploi, comment ils sont gérés? Est-ce que vous avez, je vais dire, un œil sur eux? Parce que sur le terrain, il y a beaucoup
il y a beaucoup de voix qui s'élèvent par rapport à la gestion de ces jeunes dans les différentes entreprises. Je vous donne un exemple simple, puisque j'ai eu à sonder quelques jeunes sur le sujet. Ceux qui sont recrutés pour 1 an, c'est le gouvernement qui les prend en charge. Mais 1 an après, est-ce que les entreprises sont obligées de les garder quand bien même ils sont bons? Je vous ai dit, c'est le coordonnateur qui peut répondre. Non, je vous pose la question à dessein, puisque il y a une préoccupation majeure, c'est leur gestion après le refus des entreprises de les prendre en compte 1 an après. J'ai dit, je peux répondre à la question parce que je la connais. Mais pourquoi je prendrais ça de la langue du coordonnateur qui lui-même il est présent? Quand il n'est pas là, je m'occupe de ces choses. Je vais vous retourner tout à l'heure la question sous une autre forme. Oui, monsieur Lokosso. Oui, je rappelle le concept du programme. L'État prend à sa charge pendant 1 an 100% de tout ce qui est lié au salaire. Le salaire net et les charges associées, impôts et tout ça. L'année 2, l'entreprise est censée prendre en charge le salaire net et l'État continuant de prendre en charge les frais associés, les accessoires. C'est ça le principe. Alors, mais connaissant l'environnement, il y avait une ouverture qui était laissée qui disait que si l'entreprise, pour des raisons économiques, une entreprise qui est en train de fermer, ne lui demandez pas d'aller s'endetter pour garder, et qu'on appelle-t-on, les jeunes. Mais si je vais parler de statistiques, aujourd'hui, là où on en est, on a 68% des jeunes qui ont fini l'année 1 qui sont récupérés par les entreprises. C'est si nous prenons 100 jeunes, nous avons 68 qui ont été récupérés par les entreprises. Quelquefois, bon, au niveau salarial, il y a eu certains qui ont fait des réajustements, ce qui pourrait être là, mais c'est le salaire déterminé par l'offre et la demande au niveau de l'emploi. Alors, maintenant, ce que beaucoup de jeunes aussi ne comprennent pas, je ne dirais pas que ce n'est pas du social, mais l'emploi, c'est une réalité marchande. C'est une réalité marchande de l'emploi. Si même un gouvernement fait du social pour accompagner cette réalité marchande, il ne demeure pas moins que sur le terrain, il y a toujours ce débat entre l'employeur et l'employé sur les conditions de travail. Alors, pour ne pas tourner autour du pot, la gestion qui se fait nous recevons, chaque jour que Dieu fait, ces jeunes, nous recevons les entreprises et nous cherchons à comprendre quelles sont les difficultés qui sont les leurs et qui ne leur permettent pas de pouvoir conserver ces jeunes-là. Ça, c'est ce que je peux dire à chaud. Mais gardons le système comme un système ouvert, un système marchand ouvert, où tout se fait par rapport, même si l'État subventionne, tout se fait toujours par l'adéquation entre l'offre de rémunération et la demande de travail. Mais qu'est-ce qui est fait pour ces jeunes à qui on a demandé un arrêt peut-être de travail après la première année de mise en œuvre du programme? En fait, c'est cela ma question. Voilà. Ce qui est demandé aux jeunes, alors nous, ce que nous avons pris à notre niveau, au niveau de la coordination, en attendant qu'au niveau des instances de pilotage soit acté, c'est que nous permettons à ces jeunes-là de postuler à de nouvelles opportunités. Pour autant qu'ils soient en mesure de répondre. Pour la petite histoire, nous avons 2003 postes qui ont été créés à ce jour. 2003 postes. Nous avons satisfait à peine 1 millier. Vous allez me dire, mais le millier qui reste, qu'est-ce qu'il en est? Les entreprises sont libres de dire ce qu'on nous a proposé ne nous conviennent pas. Et on revient encore à l'éternelle question de l'ajustement professionnel, où, à défaut de leur faire reprendre leur formation, qui est, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai appelé le DG, j'ai dit, mais qu'est-ce que, à ton niveau, tu as en matière de requalification et de reconversion? Parce que la grande question est là. Si on ne règle pas ce pan-là, on aura des opportunités de travail, les Burkinabés viendront les faire, les Ghanéens viendront les faire, mais qu'on ne pouvait pas subventionner des Burkinabés, des Ghanéens avec l'argent public béninois, les postes sont demeurés vacants. D'accord. Puisqu'on a le conseil technique sur ce plateau, comment règle-t-on cette difficulté majeure en matière donc d'employabilité, Monsieur Akapo?
Merci, Madame la journaliste. Bonsoir, chers collègues, chers amis. C'est pénible. C'est pénible pour moi de répondre aux préoccupations ici parce que, d'une part, les conditions sont créées par le gouvernement. D'autre part, les entreprises expriment des besoins. Et de l'autre côté, nous avons des formés qui ne peuvent pas satisfaire aux besoins des entreprises. Alors, vous avez pris un pan tout à l'heure, c'est la reconversion. Vous savez, nous avons beaucoup de titulaires de BTS, de licences professionnelles, à qui nous pensons actuellement. C'est une urgence aussi, à côté de la formation initiale. Il faut dire que les réformes qui ont été adoptées par le gouvernement, qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment, et la nouvelle stratégie de relance de l'enseignement et la formation technique et professionnelle va nous permettre d'impulser une nouvelle dynamique dans la formation des jeunes. C'est pour cela que, dans un premier temps, nous avons ciblé les nouveaux dispositifs qui peuvent permettre de faciliter l'employabilité des jeunes, notamment la formation en entreprise, que certaines entreprises ont commencé à mettre en place au niveau de la GDIZ pour les métiers du textile. Nous avons la formation en itinérance que nous allons mettre en place avec les communes pour pouvoir aller vers les jeunes qui ont du mal à sortir quand ils sont en échec scolaire au niveau 3e, au niveau terminal. Et puis, nous avons la formation en alternance avec les entreprises pour pouvoir faciliter cette employabilité des jeunes. Il faut avouer que beaucoup de chantiers sont ouverts, surtout que le gouvernement voudrait développer beaucoup plus l'agriculture aussi, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec la création de 20 nouveaux lycées techniques agricoles et déjà la formation des formateurs de ces lycées-là va démarrer bientôt. Il y aura beaucoup d'opportunités. Mais si nous ne travaillons pas en synergie avec toutes les composantes, toutes les structures qui sont mises en place, je crois que ça va être très difficile. C'est pour cela que, au niveau, en attendant que ces écoles-là soient fonctionnelles, que nous ayons des formateurs qualifiés, il y a les formations professionnelles de courte durée que nous devons développer également. C'est toujours dans le futur, hein, M. Akapo? Non, que nous commençons bientôt. Je pense par exemple aux tracteurs et aux engins agricoles qui sont montés actuellement à Ouida. Nous préparons déjà la formation des jeunes qui vont pouvoir assurer la maintenance. Le service après-vente, parce que le gouvernement a décidé de vendre ces tracteurs-là avec une subvention de 50%. Donc, dans presque tous les départements, nous aurons plusieurs centaines de tracteurs. Donc, les jeunes qui vont être formés, comme je le disais, à côté de la formation initiale, il faut bien développer la formation professionnelle de courte durée, parce qu'il y a des métiers pour lesquels nous n'avons pas besoin de faire 3 ans de formation, 5 ans de formation ou bien 2 ans même pour pouvoir donner des compétences avérées. Donc, je pense que tous ces dispositifs-là, avec la mise en œuvre de la stratégie qui a démarré, le collègue a parlé tout à l'heure de la création de l'Agence de développement de l'enseignement technique, qui est une structure qui appuie aujourd'hui le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour que les actions qui sont prévues par le gouvernement soient mises en œuvre rapidement. Mais qu'advient-il de ces jeunes qui sont enrôlés dans ces nombreux programmes en cours qui n'ont pas encore quelque part ou qui n'ont pas encore un contrat proprement dit parce qu'ils n'ont pas réellement la main pour travailler directement sur le terrain? Est-ce à dire qu'ils sont sur le banc
en attendant une certaine reconversion qu'on va leur proposer, ou qu'est-ce qu'on fait d'eux? Oui, vous savez, la réalité est là. Quand nous avons fait le diagnostic au moment d'élaborer la stratégie de développement de l'UFTP, nous nous sommes rendus compte des insuffisances qui plombent le sous-secteur de l'UFTP. L'inadéquation formation-emploi relève du manque de compétences au niveau des formateurs qui ne sont pas continuellement formés pour s'adapter à l'évolution technologique. Il y a les curricula qui sont en train d'être revisités et il y a les équipements. Bon, malheureusement, je n'ai vraiment pas de réponse à ma question. C'est simplement que ces jeunes-là n'ont qu'à trouver... non, nous avons parlé tout à l'heure de la reconversion. Nous avons parlé des projets domiciliés au niveau de la NPE actuellement qui vont permettre à plusieurs centaines de jeunes de suivre des formations de courte durée pour leur reconversion ou pour faciliter leur insertion. Ce n'est pas qu'ils ont échoué et qu'il faut les laisser en rade, non. Nous sommes tenus de récupérer ceux qui n'ont pas eu de bonne formation pour pouvoir renforcer leurs compétences et ils pourront s'insérer. Actuellement, il y a recrutement de 1000 jeunes. Oui, nous allons y revenir. Et recrutement de 1000 jeunes, mais qui vont être formés sur place. Pendant que nous serons en train de corriger les insuffisances relevées au cours du diagnostic, nous allons en même temps mettre en place des dispositifs de formation pour que les jeunes soient mieux formés. Que ce soit avec les entreprises, que ce soit avec les maîtres artisans, qu'ils soient mieux formés. En même temps, un autre dispositif est mis en place pour renforcer les artisans avec H-Formation ou les artisans. Vous savez qu'il y a des maîtres artisans qui n'arrivent pas à bien faire le boulot que vous leur confiez. Que ce soit en plomberie, que ce soit en menuiserie aluminium, que ce soit en mécanique auto, vous êtes déçus. Donc, en même temps, le gouvernement les renforce et nous travaillons avec eux aussi pour qu'ils interviennent au niveau de nos ateliers pour aider les jeunes apprentis, pour aider les jeunes qui sont en formation initiale. Donc, c'est tout un ensemble que nous avons prévu dans ce dispositif pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie et pour faciliter l'insertion des jeunes. Il y a beaucoup de domaines aujourd'hui, depuis le PAG1 avec les 45 projets phares, il y avait des milliers d'emplois. Mais il n'y a pas les compétences. Actuellement, il y a le projet Pipeline Bénin-Niger. Oui. Je vous assure qu'il nous sera difficile de placer 10% de Béninois, que ce soit en soudure, que ce soit en maintenance des machines électriques et autres. La réalité est là. Donc, il faut que nous puissions aussi anticiper dans certains domaines pour pouvoir rattraper ces écarts-là et aider les jeunes à mieux s'insérer. Et face à ce triste constat, Monsieur Agbagba, vos solutions sont lesquelles? Je pense que comme mes précédents l'ont dit tout à l'heure, le véritable problème que nous avons, c'est l'inadéquation formation-emploi. C'est le véritable problème que nous avons chez nous au Bénin. Nous avons eu un système qui a formé des gens, non pour le marché de l'emploi, mais pour les laisser à la maison. Et moi, j'ai écrit un livre sur l'entrepreneur dans lequel j'ai présenté ce schéma-là, où nous constatons que quand vous avez un BPC aujourd'hui, vous laissez l'école, vous ne pouvez plus rien faire. Et on quitte l'école on quitte la maison pour l'école, et quand on quitte l'école, on revient encore à la maison. Et ça fait que les investissements des parents sont improductifs. Et je pense que le premier pilier sur lequel il faut travailler aujourd'hui, c'est l'adéquation formation-emploi. Et s'il y a un travail urgent que moi je pense que l'État doit faire actuellement, c'est la relecture de tous les curricula de formation. La relecture de tous les curricula de formation en partant du cours primaire jusqu'à l'université. Parce que nous constatons que malheureusement, nous, on nous remet des programmes que nous exécutons. Il n'est pas nouveau et malheureusement, c'est pourquoi les mesures qui sont prises aujourd'hui me paraissent un peu inefficaces. Elles font des effets, mais elles ne sont pas encore suffisantes. Voilà, on a des chômeurs aujourd'hui. Monsieur Akapuko, je vais vous poser la question tout à l'heure. Nous avons des chômeurs aujourd'hui qui sont comme des bois secs, qui sont difficiles à tordre.
parce qu'ils ont fait un système durant lequel ils sont sortis avec une incompétence. Ils ne savent rien faire. Et on leur offre des choses de courte durée et quand ils finissent, on les abandonne. Et moi, je constate que tous les programmes qui sont faits ne sont pas aussi durables que ça. Ça ne permet pas de mettre les jeunes dans la durabilité de l'emploi. Et lorsque vous ne ferez pas de l'emploi durable à quelqu'un, vous ne lui faites pas du bien. Donc, moi, je pense que la première chose à faire, c'est qu'il faut relire tous les programmes de formation et adapter les formations au marché de l'emploi. Et pour le faire, c'est qu'il faut convier à la fois les patrons d'entreprise, les enseignants, les acteurs de l'école, pour que nous analysions d'abord la situation de l'emploi au Bénin. Quel type d'employés nous avons besoin dans 5 ans? Et quelle formation il faut mettre en place aujourd'hui pour que dans 5 ans, nous puissions avoir les ressources humaines qu'il faut? Je pense qu'on n'a jamais réfléchi dans ce sens. Nous avons toujours formé des gens qui finissent, ils ont des diplômes que moi, mon papa appelle des fiches, des papiers. Ils finissent, ils les brandissent dans les entreprises, on refuse de les prendre. Et c'est pourquoi les programmes qui sont mis en place, vous convenez avec moi que des gens font 1 an dans le programme d'insertion, ils finissent, les entreprises ne veulent plus d'eux. Parce qu'ils ne sont pas là avec les compétences que les entreprises demandent. Et l'entreprise n'est pas là pour faire du bénévolat, pour faire, en fait, remettre son argent gratuit aux gens. Si vous n'apportez pas une compétence à l'entreprise, elle ne vous rémunère pas. Donc, moi, je pense qu'il faut faire ce travail-là. Le deuxième travail qui me paraît important, je l'ai dit quelque part, les gens ne m'ont pas bien compris, c'est que je pense qu'il y a une désarticulation un peu au niveau de la structure, de la gestion de l'emploi chez nous. Pour l'histoire qu'on m'a contée, nous avons connu dans notre pays un ministère qui s'occupe seulement de l'enseignement technique. Moi, je ne comprends pas que nous ayons un ministère qui s'occupe de l'enseignement technique et que nous ayons un autre ministère qui s'occupe de l'emploi. Moi, je pense qu'il serait idéal que nous ayons un ministère qui s'occupe de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Comme ça, il y a une adéquation vraiment entre ce que les jeunes vont faire après et la formation qu'on leur donne. Ça va vraiment régler le problème. Ça va vraiment régler le problème de l'emploi. Vous finissez, vous remettez à quelqu'un d'autre qui ne sait pas comment vous avez formé et vous-même en formant, vous ne savez pas de ce de quoi il a besoin. Donc moi, je voudrais vraiment appeler à la restructuration de ces structures-là qui s'occupent de l'emploi chez nous au Bénin. Je rêve qu'un jour, nous ayons un ministère qui s'occupe de l'enseignement technique de la formation professionnelle et qui se charge également de l'emploi au Bénin. Je pense qu'en faisant ça, nous allons vraiment avancer. Nous allons travailler à arrimer vraiment les formations à l'emploi. Et l'autre chose qui me paraît importante, c'est que nous pensons qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est la mesure phare pour sortir les jeunes du chômage. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, on le chante, mais on ne met pas en place les dispositifs qu'il faut pour que les jeunes puissent vraiment entreprendre. Vous imaginez quelqu'un qui a sa licence, et dès qu'il a la licence, on lui remet 400 000 pour dire qu'il va entreprendre. Qu'est-ce qu'il sait de l'entrepreneuriat? Il faut une culture entrepreneuriale. Et moi, j'ai écrit un article récemment dans lequel moi j'ai montré l'importance d'introduire l'entrepreneuriat dans les curricula de formation. Il faut une infusion de l'entrepreneuriat dans toutes les matières qui sont possibles là, pour que déjà depuis le bas âge, que les apprenants aient la culture entrepreneuriale. Ce n'est pas pour faire de tous les apprenants des entrepreneurs. Mais déjà, s'ils sont déjà intéressés à la culture entrepreneuriale, quand ils auront l'âge qu'il faut, ils prendront la décision, ça ne sera plus difficile pour eux. Et quand on leur remet de l'argent, ils savent qu'il faut prendre de risques, qu'il faut innover, qu'il faut inventer, etc. Et je pense qu'en faisant ça, nous allons beaucoup aider les jeunes. Tout le monde a compris aujourd'hui. Et c'est moi ce que je retiens de façon très phare de ce que le gouvernement fait. On a montré aux jeunes aujourd'hui qu'il ne faut plus attendre l'État. Et ça, je salue vraiment cette vision du gouvernement qui a travaillé à démystifier ça. Sinon, entre-temps, quand vous allez à l'école et vous ne finissez pas avec un emploi public, c'est que les parents ont échoué. Tout le monde a compris aujourd'hui que l'État ne paye pas bien et que l'État n'est pas là pour créer de l'emploi. Sinon, entre-temps, c'est qu'on étudie, on attend l'État pour avoir de l'emploi. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que quand vous finissez les études, si vous ne vous mettez pas à votre propre compte, ça fait votre problème. L'État met en place les conditions avec les instruments qu'il crée et c'est à vous de saisir l'instrument qui vous correspond, de vous mettre à votre compte et de chercher les accompagnements nécessaires pour que vous puissiez réussir votre vie sur le plan social, économique et tout le reste. Monsieur Amegueji, vous avez parlé tout à l'heure du sous-emploi qui est le véritable problème en dehors de tout ce que nous connaissons. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau de votre agence, il y a actuellement des projets en vue dans cette direction-là? Oui, bien entendu, parce que aujourd'hui, si nous voulons résoudre le problème à court terme, immédiatement agir sur ceux qui sont là, nous sommes obligés de prendre des mesures. C'est ce que fait le gouvernement. Nous proposer des mesures correctives en attendant que l'ensemble de la réforme actuelle puisse mener à la fluidité et puis les choses s'installent. Vous avez déjà entendu parler du programme spécial d'insertion dans l'emploi, mais nous avons un autre programme qui est le projet d'insertion, d'inclusion des jeunes et qui s'occupe de
ceux qui ne sont pas de grands diplômés, mais qui représentent une main-d'œuvre importante dont on a besoin aujourd'hui dans l'économie pour pouvoir travailler. Et ça, le gouvernement a décidé également de s'occuper d'eux. Mais comme c'est des gens qui ont 18 à 30 ans et qui n'ont aucun diplôme peut-être, ou qui n'ont que jusqu'au BEPC, ces personnes, a priori, ne savent rien faire. Mais, comme disait le conseil technique, nous avons mis en place un process qui permet qu'ils soient qualifiés dans l'entreprise directement. Il ne s'agit pas donc pour eux d'aller copier des leçons, mais d'aller apprendre directement dans l'entreprise, d'être formatés directement au sein de l'entreprise pour savoir faire, poser des actes. Et surtout que, et pourquoi ce programme d'ailleurs a été mis en place, c'est parce que dans le deuxième quinquennat, le chef de l'État a manifesté le désir de mettre l'accent sur l'industrialisation. Et si on parle d'industrialisation, on parle de main-d'œuvre. Malheureusement, nous n'avons pas formé à la main-d'œuvre. Et donc, il faut corriger cela. Et cette correction passe par ce programme que nous avons aujourd'hui, on appelle ça Azoli, qui permet aux gens, au bout de 3 mois, de 6 mois, selon les métiers ou plus, de pouvoir être formatés directement et pouvoir travailler dans l'entreprise. C'est dans ce cadre que vous avez entendu parler de la GDIZ, des 1000 de la GDIZ, mais il y a beaucoup plus. Il n'y a pas que dans la GDIZ que nous sommes en train de faire cette formation, à la CBT, à la CITES, à la Gazelle, à CIPADIS. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont trouvé un intérêt à contribuer à former ces jeunes. Et à la fin de la formation, les entreprises gardent les jeunes qu'ils peuvent garder. Les autres qui ont acquis des habiletés, des aptitudes, sont proposés maintenant sur le marché du travail pour pouvoir s'insérer dans l'entreprise. Il parlait tout à l'heure de pipeline. Il y a un métier qu'on appelle rastabout. N'est-ce pas, c'est conseiller technique? C'est des soudeurs spécialisés. Mais on n'a pas. Il y en a pas. On en a besoin de milliers pour pouvoir faire le pipeline. C'est parce que la formation n'existe pas. Oui, mais voilà qu'on a le problème. On fait comment? Donc le diagnostic, en réalité, il est biaisé, monsieur Akapo. Pourquoi il est biaisé? Puisqu'on on demande, c'est-à-dire on est demandeur, on est offreur d'emploi, mais il n'y a pas la main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça le diagnostic, il est biaisé Non, c'est ce qu'on a dit depuis l'inadéquation. Et ce n'est pas ça seulement, vous allez très loin. Même professeur de français, on n'a pas. De français, de sport, on n'a pas. De mathématiques, on n'a pas. Donc, si on vous fait on n'a pas. Donc, on a des diplômés, mais on n'a pas les compétences. Donc, quand vous dites on n'a pas, c'est tout comme si ils ne sont pas formés du tout. La formation n'existe pas. Non. Ce que je veux dire, c'est que la demande... Ils ne peuvent pas l'exécuter. Non, même pas. Je ne suis même pas encore à ce niveau. C'est-à-dire que la demande est supérieure à l'offre. C'est-à-dire que l'État béninois, je ne parle même pas encore des privés, recherche aujourd'hui des professeurs de français qu'ils ne trouvent pas pour ces établissements. Et des professeurs de sport, il n'en a pas. C'est peut-être pas parce que la rémunération derrière n'est pas intéressante. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de compétences suffisantes. C'est-à-dire que le nombre de personnes que les universités ont livrées pour faire ces matières-là est épuisé et il n'y en a plus. Nous sommes obligés de transformer des gens qui ont des formations connexes en... Est-ce que vous ne créez pas d'autres problèmes ce faisant? Il faut résoudre le problème actuel. Mais pensez aussi également au futur, monsieur. Mais bien sûr, je vous parle de maintenant et du futur lorsque vous êtes dirigeant. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras et vous dites que bon, il n'y en a pas. Chaque enfant qui est en classe a besoin de son professeur. Et donc, l'État a l'obligation de résoudre le problème aussi bien à court terme qu'à long terme. À long terme, ils ont commencé, la réforme va permettre de résoudre tout ça. Mais ce n'est pas le jour où on a commencé la réforme qu'on a la solution. Entre-temps, le dysfonctionnement a été créé sur plusieurs années. Vous savez comment moi je parle de l'éducation, le dysfonctionnement, d'où ça vient? Mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Donc, revenons à notre sujet qui est les programmes. Donc, aujourd'hui, nous sommes en mesure, et c'est
sur des milliers de jeunes que nous allons intervenir les prochaines années. Nous sommes en mesure de transformer beaucoup de jeunes qui pensaient qu'on les appelait les Tamaséwé. Ils n'ont pas de licence, ils n'ont pas de bac même. Bon, il y a Maséwé. Ces gens-là, c'est une main-d'œuvre que nous pouvons utiliser aujourd'hui dans l'industrie. Et dans l'industrie textile, on parle de 1000, mais ce n'est pas 1000. Avant la fin de l'année, nous passerons à 3000. Et puis après, 5000, 10 000, 15 000. Parce que c'est une industrie qui dévore, qui a besoin de main-d'œuvre. Et il n'y a pas que dans le textile, il y a dans l'agroalimentaire. Il y a des chaînes qui sont en train de s'installer aujourd'hui et qui nous demandent des milliers de jeunes pour travailler. Et nous répondons à ça par une formation spécifique en attendant que la réforme puisse s'installer. C'est sur la durée, une réforme. Une réforme, vous ne pouvez pas la démarrer aujourd'hui et prendre le résultat demain. Ça va prendre tout un cycle, le temps de formation. Mais entre-temps, nous n'allons pas laisser les entreprises et aller chercher les étrangers. Et donc, ce programme va nous permettre de qualifier en un temps record la main-d'œuvre pour pouvoir servir les industries qui sont installées actuellement. Donc, ces deux programmes-là, un pour les intellectuels, les intellos, c'est le PSU. Ça recrute des techniciens qui ont tout au moins le bac technique et les diplômes techniques, et un pour ceux qui n'ont pas de diplôme et qui peuvent servir comme main-d'œuvre. Ouais. Entre les deux, nous aurons ceux qui ont les diplômes académiques qui vont aller à la reconversion. Parce que le marché du travail que nous avons aujourd'hui a besoin de gens techniques qui savent faire quelque chose. Ils en ont suffisamment parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Et quand nous aurons ces trois pôles, on aura plus ou moins le sentiment d'avoir couvert la majorité des besoins aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux différents programmes qui nous permettent de prendre en charge cela. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent intervenir dans cette émission tout à l'heure à partir de 22h30 sur le 98 80 93 71. À partir de 22h30 sur le 98 80 93 71, ce sont des appels directs. Donc si je vous résume, Monsieur Amegbedi, vous êtes en train de dire que vous êtes en train de préparer ces différents employés sur la zone industrielle de Glodigue pour qu'ils puissent répondre aux besoins de ces différentes entreprises-là. Vous savez, je vais remercier les entreprises qui nous permettent de faire cela. Si les entreprises avaient refusé, on ne serait pas là. De les préparer ? De les former et de les recruter. C'est cela que je mets dans... Non seulement, parce que là, il ne faut pas rester seulement, on n'est pas au niveau de la formation seulement. Au niveau de la GDIZ, ce dont on parle, c'est que ces 1000-là vont être formés et recrutés. À 90, enfin, si les 100% répondent, ils vont rester. Mais si quelqu'un ne répond pas, l'entreprise ne fait pas de la charité, ne fait pas du social. Vous êtes recruté pour un travail, vous le faites bien, vous restez. Vous ne faites pas bien, vous sortez. Et donc, non seulement ces entreprises nous ouvrent leurs portes, en fait, pour que nous puissions, pour nous aider à former, formater, on va dire même formater, pas former seulement. C'est-à-dire faire en sorte que les gens aient des habiletés. Vous savez, dans l'industrie, c'est l'habileté et la technicité qu'on cherche. On ne vous demande pas de venir parler. On vous demande de faire des gestes, des pratiques. Et en même temps, la culture de l'entreprise. Exactement. Et d'avoir une culture de l'entreprise, c'est-à-dire travailler ensemble avec les autres. Et savoir qu'on est un maillon de la chaîne. Et qu'à son poste, on est client d'un autre et on est pourvoyeur pour un autre. Et donc, on est dans une chaîne. Et donc, on vous apprend ça. Vous rentrez dans le maillon pour pouvoir faire tourner toute la chaîne. Et ça, c'est les entreprises qui nous offrent aujourd'hui leur plateforme comme école pour former ces gens. Mais au-delà de les former, ils nous offrent l'emploi directement. Et ces jeunes sont aujourd'hui recrutés parce que avec la nouvelle politique de création de la zone industrielle, il y a un besoin, un grand besoin de cette main-d'œuvre. Et ce programme a été mis en place pour répondre à cela, afin que nous ne nous retrouvions pas dans des situations où des gens viennent installer des entreprises et c'est là qu'on découvre qu'on n'a personne pour faire tourner les entreprises. Donc c'est pour répondre à cela.
Ce n'est pas le même format avec le PSE. Le PSE qui subventionne, je vais dire, pendant la première année. Ce n'est pas le même contrat. Non, mais il faut dire que le gouvernement a mis à notre disposition quand même des moyens pour que ce ne soit pas l'entreprise qui paye la formation de ces jeunes. C'est le gouvernement qui paye la formation de ces jeunes. Donc, pendant que ces jeunes sont en formation, les revenus, vous savez, aujourd'hui, ils vont dire, je n'ai pas l'argent pour prendre les étudiants pour y aller, je n'ai pas l'argent pour manger. On a résolu ça. Le gouvernement paye une allocation pour que le jeune qui est en apprentissage dans une entreprise, par exemple, je sais pas moi, à la CITES ou à la CBT, pendant son séjour d'apprentissage et pendant que la CBT s'offre pour être son tuteur et lui donner un tuteur pour apprendre, le gouvernement lui verse dans son compte directement une allocation mensuelle pour lui permettre de pouvoir être à l'aise pour apprendre ce métier. Donc, les conditions sont créées pour que nul ne se plaigne de ce que, bon, voilà. Et il n'y a même pas que les allocations. Nous payons également leur installation. Parce que nous estimons que, bon, un jeune qu'on a pris à Dangbo, qui a postulé et qu'on trouve qu'il est bien, qu'il peut venir apprendre le métier dans la GDI à Lada, bon, il a quitté son Dangbo, il fait comment? Les premiers jours, il fait comment? Nous lui donnons une allocation pour s'installer, qui lui permet de louer un local pour pouvoir s'installer. Nous lui donnons les frais de déplacement, parce que nos frères qui sont en batterie, eux, ils vont dire, bon, c'est trop loin, il ne faut pas que toutes ces choses soient un handicap pour eux. Donc, on a réglé les questions de déplacement, les questions de frais d'installation et les questions d'allocation pour survivre. Tout ça est pris en charge par le gouvernement. De l'autre côté, les salaires sont pris en charge. Ici, leur formation est entièrement prise en charge. Ils ne payent rien, mais au contraire, ils sont payés pour pouvoir suivre dans de bonnes conditions la formation. Il y a quelques jours, vendredi dernier, j'étais allé visiter quelques-uns de nos stagiaires dans ces entreprises. Et au moment où nous lancions les 90, on avait prévu 90, l'entreprise a décidé d'aller à 100, dans l'entreprise Triangle à Parakou. Ils ont démarré depuis 2 semaines environ. Et nous leur avons posé, on était en visite, on leur a posé des questions. Et nous avons rencontré des dames qui avaient des enfants, qui ont dû laisser leurs enfants pour venir s'insérer, apprendre le métier. Nous avons posé aussi les questions, ça a changé complètement l'économie locale de la région. Parce que, vous voyez, 100 personnes qui sont venues s'installer, ils ont pris les chambres qui sont là pour louer, ils se sont installés et ils doivent manger tous les jours, matin, midi et soir. Ça a créé rapidement dans la zone une économie locale qui a commencé à se développer. Et ces personnes, je crois qu'elles ont de belles perspectives devant elles. Nous allons d'ici quelques années, à travers tous ces programmes et l'industrialisation qui se crée, ouvrir un nouveau champ de travail pour nos compatriotes. Et je crois que c'est une belle chose, expérience qui est en train d'être faite. Et puisque vous avez pris cette formation en charge, après cette formation, Monsieur Ahmed Beji, est-ce que le recrutement entre l'entreprise se fera entre l'entreprise et puis le candidat, ou bien vous intervenez toujours? Non, vous savez, le recrutement est l'affaire de l'entreprise. On ne peut jamais obliger une entreprise ou lui dire ce qu'elle doit faire. C'est l'entreprise qui sait ce dont elle a besoin. On peut l'aider. C'est pour ça que nous on fait de l'intermédiation. On recherche pour l'entreprise le meilleur candidat et on le lui propose. Quitte à lui de le tester et de voir si le candidat répond à son besoin. À la fin, c'est toujours l'entreprise qui décide. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas décider pour une entreprise. Par conséquent, ceux que nous formons actuellement, nous savons et nous en avons discuté avec les entreprises. Et pourquoi elles les acceptent aussi? C'est parce qu'elles ont des besoins. Elles ont des besoins elles-mêmes. Et donc, elles gardent un certain nombre de jeunes qui, au terme de la formation, mais ceux qui ne sont pas gardés ont désormais une compétence à vendre. Et comme ce n'est pas cette seule entreprise qui fait ce métier dans le pays, en ce moment-là, nous prenons en charge les autres. Nous les mettons dans un autre moule que nous appelons l'accompagnement. À la recherche d'emploi, on leur apprend comment, maintenant que tu es formé et que tu as des compétences, comment peux-tu te vendre sur le marché de l'emploi. Et ça devient notre rôle maintenant pour pouvoir l'aider
à voir au-delà de son petit environnement, là où il y a les opportunités. Et s'il y en a, nous les rapprochons d'eux pour qu'ils puissent s'en saisir et pour travailler. Il y a l'autre aspect dont il appelle l'entrepreneuriat. L'emploi, ce n'est pas seulement l'emploi salarié, il y a aussi l'entrepreneuriat. Donc, on a ce volet-là aussi où nous leur disons, pour ceux qui ont les capacités d'y aller, si vous ne pouvez pas aller de l'autre côté, il y a l'autre branche que l'on peut prendre. Et on a des outils d'accompagnement pour les y amener. Monsieur Akapo, Monsieur Agbagba a parlé, comme le disait Monsieur Amekbeji, d'introduire dans les curricula de formation l'entrepreneuriat. Dans ces nombreuses idées, dans ces nombreuses perspectives, est-ce que cette initiative est inclue ou bien c'est toujours en réflexion? Non, c'est déjà pris en compte. Lui-même, il a participé à la relecture de certains curricula. Nous avons déjà intégré l'entrepreneuriat et la langue anglaise pour permettre aux jeunes d'être bien outillés, parce que en technique, vous savez, il y a beaucoup de documents qui sont en anglais. Si vous allez prendre des équipements au Japon ou en Chine, l'option ou la facilité que vous avez de lire, c'est tout au moins l'anglais. Donc, nous avons privilégié ça au niveau des curricula de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc, actuellement, il y a beaucoup de curricula qui sont déjà relus et qui vont être implémentés dans les établissements au fur et à mesure. Nous l'avons commencé, par exemple, en mécanique agricole, en comptabilité mécanique, par exemple, dans les métiers du numérique aussi, et beaucoup d'autres. Il y a déjà au moins une bonne vingtaine de curricula qui ont été relus et qui vont permettre d'améliorer la formation de ces jeunes. C'est vrai, et le diagnostic est là, c'est une réalité, mais avec l'accompagnement qui est prévu pour le développement de l'enseignement technique dans tous les secteurs, que ce soit en tourisme, hôtellerie, restauration, en agriculture, en mécanique, surtout en mécanique automobile, où nous avons aujourd'hui des véhicules hybrides et des véhicules électriques qui rentrent, nous sommes obligés d'améliorer et de mettre aux normes les conditions de formation pour qu'il n'y ait pas que les clients ne souffrent pas quand ils vont demander des services à ces jeunes qui sont formés ou bien à ces artisans qui sont aussi défaillants quand il s'agit de prester. Donc, c'est tout un ensemble qui est pris en compte au niveau du ministère en charge de l'emploi et au niveau de la formation professionnelle. Donc, nous travaillons en synergie pour qu'il y ait une complémentarité, une synergie d'action pour régler ces problèmes auxquels nous sommes tous confrontés au quotidien. Donc, c'est très sérieux et je pense qu'avec la mise en œuvre de la stratégie, progressivement, nous allons pouvoir corriger les insuffisances. Il y a l'acquisition des équipements nouveaux, des équipements qui sont très actuels au niveau de la technologie, qui vont être acquis. Mais si nos formateurs ne sortent pas aussi pour aller se faire renforcer, il sera difficile d'assurer la maintenance de ces équipements et même des infrastructures. Donc, les dispositifs sont prévus pour que tout cet ensemble permette une meilleure formation des jeunes pour que nous n'ayons plus à déplorer au niveau des entreprises l'inadéquation formation-emploi ou bien que nos formés ne peuvent pas répondre aux besoins de ces entreprises, comme l'a dit tout à l'heure le DGANP. Justement, quelle est l'implication des entreprises dans cette initiative de régler ce problème de l'inadéquation formation-emploi? Nous avons actuellement je pense que nous avons un téléspectateur. Bonsoir à vous.
Et bonsoir, madame la journaliste. Merci de vous présenter. Moi, c'est Yvedo Soulé, on m'appelle. Pardon? Yvedo Soulé. Monsieur Soulé. Oui. D'accord, nous vous écoutons. J'avoue que je n'ai pas commencé à suivre l'émission il y a très longtemps. Je viens de prendre... Au vol l'émission. Voilà. Mais j'ai écouté une partie qui m'a intéressé. Et le DGANP disait tout à l'heure que le gouvernement ou les entreprises ont des besoins et qu'ils n'en trouvent pas. Mais justement, ils ont parlé d'un secteur qui m'a beaucoup intéressé. On a dit que le professeur de mathématiques, on n'en trouve pas. Moi, je ne suis pas d'avis. D'accord. Je ne suis pas d'avis parce que je suis dans le domaine et je sais. Et vous avez posé la question, est-ce que ce n'est pas la rémunération? On a dit non, que ce n'est pas du tout cela. Moi, je pense que c'est peut-être les idées qui ne sont pas, ou bien la façon de faire qui n'est pas encore bonne. Moi, j'ai des amis qui, par exemple, pour le programme d'Aspirana, Oui. ils ont refusé. Parce qu'ils ont trouvé mieux dans le privé. C'est pourquoi l'État en a besoin, il n'en trouve pas. Maintenant qu'on dit que l'État veut recruter, il n'en trouve pas. Moi, je dis que ce n'est pas exact. Il y en a, c'est parce que ce qu'on propose N'est pas intéressant. n'est pas intéressant. Et quand les gens trouvent mieux ailleurs, ils s'en vont. On dit que dans le privé, on a de meilleurs résultats. C'est les mêmes enseignants qui vont dans le privé. C'est plutôt le gouvernement qui n'offre pas mieux. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Soulé. Et je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent nous joindre sur cette émission sur le 98 80 93 71. Monsieur Amegbedi, vous allez répondre tout à l'heure à la préoccupation. Parce que ça, là, ce n'est pas compliqué. Parce que lui-même, sa conclusion, c'est que... Étant donné que Monsieur Akako avait la parole... Il est d'accord. Ce que Monsieur Soulé dit, il dit la même chose que nous. Lui-même, il conclut que il n'y a pas. Il y en a, c'est l'État qui ne propose pas mieux. Non, écoutez bien, écoutons-nous. D'accord. Celui qui travaille dans le privé est occupé. S'il quitte le privé, prend le public, c'est le privé va en manquer. Donc, il n'y a pas. Il est allé au privé parce qu'il n'en a... Non, on parle de trouver l'existence, la quantité. Celui qui peut laisser pour l'État et aller dans le privé, et le trou reste dans l'État, c'est que ça n'est pas suffisant. Vous savez comment on crée la rémunération dans le privé? Lorsque il y a beaucoup de demandeurs et peu d'offres, le prix baisse. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Bien sûr. Et de la demande. Lorsqu'il y a peu de compétences pour plusieurs offreurs, le prix monte. C'est comme ça. Vous voyez, le privé met le prix pour les arracher et l'État se retrouve à ne pas trouver. Qu'est-ce qui empêche l'État aussi de mettre le prix? Non, attendez. La question va venir. Ce n'est pas d'abord une question. C'est ce que je vais vous dire. La conclusion qu'il tire est la même que nous tirons. C'est-à-dire, pour faire mathématiques, allons-y, je ne suis pas un matheux, mais pour faire mathématiques, le besoin pour l'État et le privé fait 100. OK? Oui. Alors, le privé prend, l'État a besoin de, supposons l'État a besoin de 50, et le privé a besoin de 70. Ou bien le privé a besoin de 50, l'État a besoin de 70. Comme il le dit, prenons-le au mot. Peut-être l'État paye moins. Donc, le privé happe la majorité et l'État se retrouve en déficit. Donc, sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas. Parce que si lui, il quitte le privé là où il est pour venir à l'État, c'est que ce trou-là va rester. Or, si on en avait suffisamment, dès que lui, il quitte, un autre prend le poste. Donc, ce n'est pas d'abord une question de rémunération. C'est que le nombre aujourd'hui qui peut couvrir et le public et le privé n'est pas là. Puis après, on va passer à pourquoi les gens sont plus nombreux
au niveau du privé qu'au niveau du G. Et c'est une question de rémunération, comme il le dit. D'accord. Donc, il ne faut pas dire, quand on dit qu'il n'y en a pas là, que c'est faux. Il y en a pas. L'emploi, ce n'est pas l'emploi public. L'emploi, c'est à la fois public et privé. Et donc, si quelqu'un peut laisser... International. Et même international. Il y a même des gens qui quittent pour aller au Gabon. Oui. En Côte d'Ivoire, parce qu'ils gagnent mieux. Ça crée c'est pas un problème de rémunération, monsieur. Non, c'est d'abord que la quantité qu'il y a ne suffit pas à tous les demandeurs, à savoir l'État, le privé, le Gabon, la Côte d'Ivoire, si vous voulez. Mais quand on crée la concurrence, puisque il semble que nous sommes en train de faire... c'est ça la dynamique du marché. Justement, quand on crée la concurrence, chacun des concurrents, il met matière pour être satisfait. Tout à fait. Oui. Ce que je suis en train de dire, pour que vous compreniez, c'est comme une balance. Si l'État décide de doubler le salaire demain, le privé va en manquer. Donc, il n'y a pas suffisamment. Je pense que nous avons un autre téléspectateur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de vous présenter. On m'appelle Noël Yedenou. Yedenou. Noël Yedenou. Yedenou. Nous vous écoutons, monsieur Yedenou. Bon, c'est l'affaire... Pardon? L'affaire inadéquation de l'emploi, oui, de la formation par rapport à l'emploi qui m'intéresse, quoi. D'accord. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est parce que la formation, c'est-à-dire la langue est un frein. C'est-à-dire le fait de comprendre que la langue française, ça limite les formations. Je prends le cas de ceux qui ont eu 18 sur 20 pour être promis au bac. Mais quand ils finissent là, lorsqu'ils vont à l'extérieur, il y a tellement de formations. Mais ils ne peuvent pas suivre ces formations parce qu'ils ne comprennent pas au moins la langue anglaise. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, nous recevons monsieur Yedenou. Le fait de ne pas maîtriser la langue anglaise, et c'est là, je pense que c'est une politique du colonisateur. Parce qu'il y a beaucoup de formations qui existent. Aujourd'hui, quelqu'un a parlé, le conseil technique a dit que les formations se font en anglais. Les documents sont en anglais. Oui, c'est ça justement. Et le DGANP aussi a dit qu'on cherche des soudeurs et on ne trouve pas. Tout simplement parce que la formation, ces formations se donnent en anglais. Mais voilà que nous comprenons que la langue française. Mais tant que nous n'allons pas insérer la langue française, la langue anglaise au primaire, nous allons toujours avoir ce problème. Malheureusement, les inspecteurs de l'enseignement primaire, on les a formés pour que, dès qu'on parle anglais au primaire, là, les enfants, ça ne doit pas passer. Mais tant que c'est comme ça, c'est là toujours en arrière. D'accord. Toujours. Donc il faut vraiment comprendre ce problème. Moi, je salue le gouvernement sur un aspect. Le colonisateur est parvenu à inculquer aux banquiers de ne jamais passer de l'argent, de faire des prêts pour ceux qui sont dans le domaine agricole. Mais aujourd'hui, le gouvernement a enlevé cet aspect. C'est très bien. D'accord. Et l'autre aspect, c'est la langue anglaise, la langue française, qui est l'unique qui est parlée là. C'est un frein énorme. Et c'est justement pourquoi il existe la francophonie aujourd'hui. C'est un système pour maintenir ceux qui parlent cette langue-là dans un enclos pour qu'ils n'aillent pas chercher ailleurs. Mais tant que nous ne cherchons pas à aller ailleurs pour comprendre la langue anglaise, nous serons toujours limités. Il y aura toujours le problème de l'employabilité. D'accord. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai présentement un enfant en France qui a fini sa formation, qui a fini son master. Mais j'ai voulu qu'il aille au niveau de doctorat, mais la France n'en a pas. Le niveau le plus élevé là, c'est le master. Il ne peut pas aller au niveau supérieur. Or, s'il comprenait l'anglais, il va facilement avoir son doctorat avant de revenir au pays. Tout simplement, ça veut dire que les Français n'ont pas fini de traduire les formations là dans leur langue pour que nous, les francophones, nous puissions les avoir. C'est noté, monsieur. Vraiment que le gouvernement pense sur cet aspect. Voilà. Merci donc pour votre contribution, monsieur Yedenou. Et très belle soirée à vous, toujours en compagnie de ce programme spécial. Oui, monsieur Akakpo, vous avez à nouveau la parole. Merci. Monsieur Amegbeji était bien pressé de répondre à la préoccupation. C'est normal. C'est vrai que
il manque beaucoup d'enseignants. Et celui qui choisit le privé, il choisit avec les risques. Pendant la période du Covid, j'ai un prof de maths que j'utilise à la maison et il était prêt à démissionner parce qu'il dit, chez le privé, je gagne gros. Mais pendant la période du Covid, il n'était pas payé chez le privé. Mais ceux qui avaient un contrat NPE étaient régulièrement payés et avaient les bonus et normalement pendant toute la période. Et je l'ai interpellé, j'ai dit, écoute, tu as vu ce qui se passe. Si tu avais raccroché au niveau du public, aujourd'hui, tu serais sans salaire. Donc, quand on choisit parce que le salaire est bon, c'est avec des conséquences. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enseignants ne veulent pas quitter Cotonou. Dès qu'on dit c'est au-delà de Boycon, de Parakou, on dit ah non, moi je n'y vais pas. C'est aussi la surenchère de certains profs de mathématiques, de sciences physiques, qui gagnent gros avec les coûts de maison. Donc c'est ça qui crée aussi des problèmes au niveau du public dans les régions reculées, le déficit qu'on observe. D'accord. Mais effectivement en français et en sport, il est bien placé puisque c'est lui qui gère les AME. Il n'y en a pas. En sport, on a dû laisser les classes intermédiaires à un moment donné pour dire c'est seulement les classes d'examen. Donc la réalité est là et nous devons former beaucoup. Si on dit il n'y a pas de prof de français, les gens vont être surpris. Oui, monsieur Lokosso. En fait, ce qui nous a manqué juste là, c'est ce que nous appelons la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça veut dire qu'on sait que dans 10 ans, dans 20 ans, notre économie, notre société a besoin de tel nombre d'enseignants, tel nombre d'industriels, tel nombre de ci, tel nombre de ça. Et sur cette base-là, on fait ce qu'on appelle le pendulage. On calcule le temps horaire qu'il faut diviser par le temps légal de 8 heures par jour que la législation retient. Et on a le stock prévisionnel de main-d'œuvre. Ça, c'est au niveau quantitatif. Oui. Le deuxième niveau qu'on ne fait pas encore, mais qui commence un peu, pendant longtemps, on n'a jamais appelé le consommateur de la main-d'œuvre, c'est-à-dire l'entrepreneur, pour lui dire, le portrait robot, c'est ce que tu veux consommer là, c'est comment? Ce sont les offreurs, c'est-à-dire les enseignants, le système éducatif, qui fabriquent le profil d'enseignement sans savoir ce que l'autre veut. Quelqu'un qui n'a jamais vendu une orange, qui fait un programme de marketing, sans demander à une entreprise de distribution quelles sont les compétences clés, ce que nous appelons dans notre jargon les soft skills, les compétences de vie qui sont nécessaires pour formater un emploi. Je crois que ces deux niveaux, si ça se fait, on aurait déjà évolué. Et le plateau technique. Vous savez, il y a eu un moment ici où des agences de l'État qui font du contrôle de qualité vont dans des entreprises pour faire des prélèvements et sont en retard sur l'équipement de l'entreprise qu'elle est censée évaluer. Voilà, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et on ne va pas désespérer. D'abord, commençons par démystifier la question du chômage. Allô? C'est comme le palu. On aura toujours le palu, mais c'est les mesures d'ajustement que la puissance publique prend. Bonsoir. Merci de vous présenter. Est-ce que ça pourrait être pas possible? Plaît-il? Bon, je m'appelle Emmanuela. Emmanuela. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Ma question s'adresse à Monsieur Lokosso, en fait. Monsieur Lokosso, d'accord. J'aimerais demander pourquoi on cherche forcément à envoyer les jeunes dans les bureaux. Pourquoi vouloir les forcer à rester dans un bureau, écrire toute la journée? Pourquoi on ne les motive pas peut-être créer leur propre entreprise? Pourquoi on ne les envoie pas sur le terrain, en fait? Parce qu'on dirait que quand tu vas à l'école, tu écris tout ton cursus pour finir dans un bureau, alors que peut-être c'est pas de ça que tu as besoin. Pourquoi on veut nous obliger à rester sur des marges d'une société occidentale alors qu'on a plein d'autres atouts, alors qu'on a des terres? Enfin, je ne suis pas partisane de l'agriculture forcément, mais on a d'autres atouts. On a des terres, on a des arbres, on a plein de choses. Pourquoi forcément vouloir faire des jeunes, des docteurs, encore que ça c'est encore pratique, vouloir faire forcément des enseignants, des écrivains,
des littéraires, pourquoi ne pas les aider à se servir de leur vivant, en fait? D'accord. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir soit, je ne sais pas, avocat, quelque chose du genre, professeur. Je ne dis pas que ce sont de mauvais métiers, mais pourquoi on ne nous montre pas ce qui est à notre niveau, à notre... je sais pas. Oui, nous avons compris votre préoccupation, Madame Emmanuela, qui est adressée particulièrement à Monsieur Lokossou. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez ciblé, mais Monsieur Lokossou. Nous allons y aller rapidement puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, d'abord, ce n'est pas pour la contredire, nous, on ne place pas des bureaucrates. Le PSE recrute des gens pour des entreprises qui sont essentiellement dans des secteurs donnés, agro-industrie, énergie, TIC, génie civil et tout ça. Donc, qu'on veuille transformer, c'est bien plutôt ça que nous, on ne fait pas. C'est pour les métiers techniques, déjà un peu l'a rappelé tout à l'heure, c'est des métiers techniques. Donc, nous, on ne place pas des jeunes pour des métiers à caractère général. Donc, peut-être que, bon, c'est peut-être un peu trompé, mais je crois que sa préoccupation, si les gens veulent faire autre chose que l'emploi salarié, et ce n'est pas le PSE, la NPE peut accompagner. Voilà, un programme que... Il y a d'autres programmes et il y a même une agence qui est en création qui va s'occuper de l'entrepreneuriat. Donc, l'État pense à tous les aspects. Mais pour le PSE est dédié. On ne va pas transformer le PSE en accompagnateur d'entrepreneurs. Ce n'est pas sa vocation. Il y a d'autres programmes qui s'en occupent et c'est comme ça qu'on est complémentaires. Pour lui dire qu'on n'a pas oublié ça. Nous, par exemple, à l'ANPE, lorsqu'un demandeur d'emploi vient nous voir, on ne l'oblige pas à faire l'emploi salarié. On fait l'évaluation de ses compétences, de son profil, de son vécu, pour savoir vers où l'orienter. Et si l'orientation va vers l'entrepreneuriat, on l'accompagne vers là-bas. Donc, c'est pris en compte. D'accord. Nous avons réalisé une Vox Populi pour prendre un peu l'avis des Béninois sur la question de l'emploi au Bénin. Nous allons suivre rapidement et revenir pour conclure, pour permettre surtout à M. Akakpo de répondre à la question concernant la part ou l'implication des entreprises dans ce réajustement à adéquation, formation et emploi. Ensuite, on revient. Selon moi, l'emploi des jeunes sous talent, le résultat est négatif. À mon avis, le résultat est tellement négatif. Premièrement, pour nous les femmes, il y a trop d'harcèlement sexuel. Il y a trop d'harcèlement sexuel. Tu peux beau avoir ton diplôme et ton talent, mais ils ne vont pas t'embaucher. Ils ne vont pas t'embaucher. J'ai été trop confrontée à ça. Lui aussi, il est un père, il est tout pour nous, donc il n'a qu'à réagir alors. Il n'a qu'à réagir. L'emploi sur talent, vraiment, c'est déjà un sujet très délicat. L'histoire d'emploi sur talent, bon. Moi, je vais dire que c'est pas mal quand même, parce que quand il va faire un résumé, moi j'apprécie quand même, c'est pas mal. C'est vrai que les gens disent que ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon. Des gens peuvent dire ça, mais pour moi, personnellement, ça marche. Je les encourage à essayer de voir un peu et de nous aider quand même. Parce que si je veux parler en termes de pourcentage, à 80%, ça va. Si tu es un jeune, tu es en train de chercher, tu dois trouver. Par tous les pays, les jeunesses, c'est que le pays, avant qu'un pays doit évoluer, c'est les jeunesses qui sont en train de construire ça. Tu vois, non? Si tu es un jeunesse, si tu veux avoir l'argent, il faut travailler. L'endroit où les gens ils sont en train de travailler, si toi aussi tu es allé là-bas pour déposer le dossier, on peut te prendre. Le président ne peut pas venir dans ta maison pour frapper ta porte. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Oui, Monsieur Akakpo, vous avez maintenant la parole. Merci, Madame la journaliste. Il faut dire qu'au niveau de notre ministère, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie, nous avons créé un cadre de concertation pour le public-privé, pour le développement de l'EFTP,
Et déjà, nous avons des commissions sectorielles dans différents secteurs. Je prends THR, tourisme, hôtellerie, restauration, énergie, agriculture, artisanat. En tout cas, dans ces domaines-là, nous avons ces commissions techniques sectorielles qui expriment les besoins de formation ou les besoins de compétences dans le secteur considéré. Donc, ça fait que ce n'est plus le gouvernement, ce n'est plus une direction technique qui exprime le besoin d'avoir un nouveau curriculum ou dans tel domaine, mais c'est plutôt dans ce cadre que les discussions se font. Donc, ils sont impliqués dans l'expression des besoins et l'accompagnement de la formation. Si je prends par exemple le domaine de la mécanique automobile, j'ai comme président, nous avons comme président le responsable des garagistes qui dirigent, alors qu'ils sont avec des cadres du ministère et autres. Dans le domaine du tourisme, c'est des responsables d'hôtels qui dirigent. Donc, c'est eux qui expriment leurs besoins. Il en est de même dans tous les secteurs. Donc, c'est pour développer, pour faire participer le secteur privé à l'animation des activités qui doivent contribuer au développement de ces différents secteurs. De même, la formation en alternance que nous envisageons aujourd'hui, c'est avec les entreprises, comme l'a expliqué déjà tout à l'heure le DGANPE, au niveau des différentes structures avec lesquelles ils travaillent pour faciliter les formations en entreprise. C'est des dispositifs que nous n'avions pas avant, qui ne permettaient donc pas aux jeunes d'être moulés dans la culture des entreprises avant de sortir. Nous attendons de finir la formation des jeunes avant d'organiser des stages de fin de formation. Alors que quand ils sont dans cette dynamique-là, ils sont plus moulés, ils sont au contact des réalités de ces entreprises-là et ça facilite l'insertion après. Donc, M. Agwegwa, les entreprises ont réellement un rôle à jouer dans ce système-là. Absolument. Je certifie ce que le collègue disait tout à l'heure. L'entreprise aujourd'hui est prise en compte dans les dispositifs qui sont installés. Je me souviens pour la relecture que nous avons faite la fois dernière, le premier travail qui a été fait, c'est l'analyse de la situation du travail, où nous invitons les employeurs pour leur demander, vous voulez quel type de comptable? Et c'est eux qui présentent le type de comptable dont ils veulent. Il y avait des experts comptables qui étaient là, il y avait des employés, il y avait des secrétaires de communication qui étaient là. Donc, on leur a demandé quel est le profil de sortie que vous voulez. Et c'est à l'école de voir quels sont les dispositifs qu'il faut mettre en place, quelles sont les compétences qu'il faut développer dans chaque matière pour offrir à l'entreprise le type de ressources humaines dont elle a besoin. Donc, je pense que c'est fait. Et ce qui va manquer et que nous constatons, c'est que les équipements ne sont pas mis à disposition en même temps. Et c'est souvent ça qui fait défaut. Actuellement, nous sommes en train de parler de la comptabilité mécanique et ce qui est prévu dedans, par exemple, c'est qu'il y a un bureau comptable et mécanique dans les établissements. C'est vrai qu'on est à l'étape expérimentale. C'est que dans les établissements, on doit avoir une salle informatique où il y a des ordinateurs, où l'enseignant même est formé à l'utilisation des logiciels, où on peut faire venir des banquiers, des experts comptables qui viennent expliquer aux apprenants comment manipuler les chiffres. Parce que les réalités d'école ne sont pas les réalités d'entreprise. Et c'est ce que nous appelons chez nous la didactisation, la transposition des réalités d'entreprise dans les situations de classe. Et je pense qu'il y a un effort qui est en train d'être fait là. Moi, je voudrais appeler le gouvernement à aller très loin, à accompagner en même temps les réformes des équipements qu'il faut, et beaucoup plus à former les enseignants. Sinon, on nous trouve souvent désuets alors que nous sommes là. Il y en a qui se forment à l'époque près. On en a besoin, mais l'État ne nous forme pas souvent. Il y a des gens qui ont fait le temps qu'il faut, mais ils demandent d'être formés, mais difficilement on les forme. Je voudrais que l'État le fasse systématiquement pour que les anciens qui sont là aujourd'hui aient les capacités nécessaires pour renforcer les apprenants et que le système économique et social puisse avoir les ressources humaines dont il a besoin, pour que les maux dont nous parlons aujourd'hui, qu'on ne les ait plus dans les années à venir. Le système souffre de beaucoup de maux aujourd'hui. Il faut que nous allions très vite, sinon nous allons encore entraîner ceux qui sont actuellement à l'école dans ces mots-là et nous allons revenir encore dans un an pour dire les mêmes choses. Je voudrais qu'on aille très vite. On a parlé de 20 lycées qu'on veut créer. Moi, je voudrais d'abord qu'on équipe ceux qui sont là. Les lycées que nous avons aujourd'hui manquent d'abord d'équipement.
Vous avez à Koulibaly aujourd'hui des machines encore qui sont un peu plus vieilles. Je voudrais que l'État fasse un effort pour équiper... C'est clair. Des machines de 1970. Alors qui ne répondent plus forcément aux besoins du terrain. Aux besoins de 1950, merci de préciser. Je ne voudrais pas dire ça. Donc, je pense que l'État doit travailler dans ce sens-là avant qu'on ne crée même les 20 lycées. Il y a des lycées qui sont sans équipement pendant qu'on veut en créer. Moi, je salue l'initiative de transformer les établissements, les CEG, en lycées, mais d'abord les lycées qui sont là, il faut qu'on les équipe et qu'on sache que l'existant est bon et que les nouveaux lycées qui seront créés soient à même de conduire les réformes et que nous puissions, dans 2 ans, dans 5 ans, chanter que le président Talon a fait beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils prennent pas l'école, on les forme, on les donne les compétences qu'il faut et quand ils entrent dans la vie active, ils se prennent en charge où des systèmes sont créés pour eux et ils peuvent travailler dans les entreprises. Mais chaque fois vous brûlez d'envie de... Oui, Merci. rapidement, oui, allez-y. En fait, quand le gouvernement dit qu'on va inverser la tendance pour avoir 70% enseignement technique, à l'enseignement technique et à la formation professionnelle et 30% dans l'enseignement général, ce n'est pas pour transformer les CEG en lycée. Okay. Vous voyez, la professionnalisation des jeunes passe par les dispositifs dont le DGNPE a parlé, passe par les nouveaux dispositifs qui sont mis en place et progressivement, on va professionnaliser les jeunes. Il pourrait arriver même qu'on introduise des formations de professionnalisation dans les établissements d'enseignement général, comme on le fait déjà pour les classes sportives ou les classes culturelles. C'est progressivement. Donc, les gens confondent et pensent que du jour au lendemain, nous allons transformer les CEG en lycée ou en CFTA. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Donc, je voudrais rectifier. Dans l'élément témoin que nous avons suivi tout à l'heure, le premier intervenant parlait de emploi et harcèlement. Monsieur Amegwedji, monsieur Le Kossou, vous êtes le directeur de l'Agence nationale de promotion de l'emploi. Vous coordonnez un projet. Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir laisser les femmes en paix? Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs, il faudrait que je le précise, il y a plusieurs lois actuellement qui punissent le harcèlement en milieu de travail et autres, mais celle qui a parlé tout à l'heure a dit qu'elle a été confrontée plusieurs fois, cela peut-être avant l'adoption de ces nouveaux tests. Qu'est-ce que vous faites pour le suivi en réalité des plaintes des différents candidats enrôlés dans les différents programmes? Alors, même au-delà de ça et avant ça, il n'y a que le harcèlement sexuel, c'est une évidence dans le monde professionnel. C'est une évidence. Et en gestion de ressources humaines, ça rentre dans ce que nous appelons les différentes sources de discrimination en milieu de travail. Le dispositif qui existe aujourd'hui permet à l'employeur de dénoncer. Ça lui permet de dénoncer. Maintenant, s'il ne le fait pas, ça c'est... Maintenant, il y a dans certaines organisations, dans certaines entreprises, lorsque vous avez des délégués du personnel, lorsque vous avez des syndicats, en fait, tout ce qu'on appelle les instances représentatives du personnel, ce sont des choses qui peuvent être posées à ce niveau et ces instances-là peuvent les porter au niveau de l'inspection du travail qui prend déjà une première mesure et ensuite au niveau des tribunaux spécialisés. Alors maintenant, pour ce qui nous concerne, nous, les programmes que nous accompagnons, je ne manquerai pas de vous dire que par rapport au PSE, on a eu 2 cas du genre, où certains, pour pouvoir valider la présence au poste, veulent à demi-mot. D'accord. Mais dès que nous avons su ça, on a interpellé l'entrepreneur, mais il a tôt fait de nier. Et comme la personne concernée, la travailleuse concernée n'a pas pu apporter toutes les preuves, mais il n'y avait que quelques indices, je crois que ça s'est stabilisé. Nous, on s'attendait à ce que l'employeur licencie la personne, et là, on aura tous les éléments, mais l'employeur était tellement malin qu'il n'a pas licencié. Le travail s'est poursuivi normalement. Ce qui est, c'est une réalité de travail. On ne va pas l'occulter, mais il faut que les mesures qui sont prévues pour pouvoir enrayer ce phénomène-là soient appliquées par toutes les personnes concernées. Puisque nous sommes revenus au PSE rapidement, qu'en est-il de leur contrat? Je crois que c'est à vous cette question, parce qu'il y a certains qui, malgré qu'ils aient déjà fait 3 mois, ils n'ont toujours pas de contrat. C'est avec vous, ils sont contractants, ou avec l'entreprise? D'abord, ils ont forcément de contrat. Parce que tel que le programme est monté,
après la sélection finale par l'entreprise, nous leur donnons ce qu'on appelle une lettre de mise en emploi. Et sur cette base, l'entreprise, on a 2 types de contrats. Il y a une convention entre le PSE et l'entreprise, une convention d'appui à l'insertion, et il y a un contrat de travail au sens du Code du travail entre l'entreprise, et c'est nous qui donnons les formulaires. C'est même pas l'entreprise, nous on donne les formulaires, et le contrat, c'est entre l'entreprise et le jeune qui travaille. Tout ce que nous, on a à faire là, c'est que nous payons les salaires et nous suivons le déroulement du contenu du travail tel que c'est mis dans le contrat. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de contrat, ça m'étonnerait, mais ils peuvent toujours, ils ont nos contacts au niveau de PSE, contact@pse.bj. Ils peuvent écrire. Si c'est qu'ils sont en région, ils vont dans les antennes départementales de la NPE, poser le problème et ça va nous remonter. Donc, ça m'étonnerait qu'ils puissent ne pas avoir le contrat et être payés parce que chaque fin de mois, nous, on active la validation du salaire et ça ne peut pas se faire quand même dans le vide. D'accord. Nous allons faire un dernier tour de table rapidement sur une dernière question. Je vais commencer par vous, Monsieur Amangbeji, avec tout ce que nous avons présenté comme bilan. Est-ce qu'il doit rester? Qu'est-ce qu'il reste à faire par le gouvernement pour toujours améliorer la capacité d'employabilité dans le pays? Bon, vous savez, le gouvernement a adopté une nouvelle politique nationale d'emploi. Et donc, ça, c'est le document qui définit vers où on va. Et donc, tant qu'on n'a pas encore atteint là-bas, et qu'on n'a pas atteint le plein emploi, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Et donc, on a beaucoup épilogué sur le dysfonctionnement qu'il y a entre la formation et l'emploi. Mais je vais vous parler d'autre chose. Parce que quand on parle de chômage et tout ça, tout le monde dit l'État, le gouvernement, les dirigeants, mais personne ne pense à nous-mêmes. Quelle est notre propre responsabilité? Vous avez parlé de question d'harcèlement tout à l'heure. Bon, on ne pourra pas résoudre ça à tout le monde. C'est la capacité d'elle-même aussi à résister et à combattre. Non, elle doit travailler dans un environnement sans histoire. Elle n'est pas la première qui travaille dans un environnement de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Vous-même, vous travaillez. Non, ce que je veux dire, c'est pour que nous puissions réussir le plein emploi et le chômage, la responsabilité nous revient à nous-mêmes, aux jeunes eux-mêmes. Et je vais vous dire pourquoi. Je reçois beaucoup de jeunes qui disent « je cherche l'emploi », mais quand vous voyez dans leur comportement, ils ont tout le contraire pour trouver un emploi. Je ne parle même pas de leur comportement. Vous savez ce qui crée l'emploi? C'est la consommation. C'est la consommation qui crée l'emploi. Vous avez un jeune, surtout une jeune femme. Sur sa tête, c'est mèche brésilienne, chinoiserie. Alors, chaque fois que vous avez un comportement où vous mettez votre argent sur le produit fabriqué ailleurs, vous contribuez à payer les salaires ailleurs et à créer l'emploi ailleurs, alors que vous cherchez l'emploi dans votre pays. Le Béninois dédaigne ce qui est fabriqué dans son propre pays, alors qu'il cherche l'emploi dans son propre pays. Si vous ne buvez pas les jus d'ananas du Bénin, et que vous prenez, je ne vais pas citer un pays, les jus d'ananas d'ailleurs, ne cherchez pas l'emploi ici. Vous savez ce qui m'est arrivé? Dites-moi. J'ai 2 grandes personnalités qui m'ont amené leur fille. Ils m'ont demandé de lui trouver de l'emploi. J'étais tellement gêné, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ils m'ont dit, bon, il faut que tu lui trouves de l'emploi. Ma fille, elle a la comptabilité, audit, il faut lui trouver l'emploi. Et puis j'ai commencé à les regarder, et je les ai vus. J'ai trouvé ce que je vais leur dire. J'ai dit, mais vous aimez ça? Elle m'a dit, oui, j'adore ça, tout ça. J'ai dit, mais il faut aller chercher l'emploi à votre fille là-bas. Elle dit, pardon, pourquoi vous dites ça? J'ai dit, mais parce que ce que vous consommez là, ça permet de payer les salaires des gens là-bas. Et quand ils auront besoin, quand vous allez consommer beaucoup, c'est eux qui vont prendre comptable. Vous ne consommez pas. Et ça, c'est notre caractéristique. Et nous ne comprenons pas la relation qu'il y a entre la consommation et l'emploi. Lorsque vous consommez le produit fabriqué au Bénin dans une entreprise, vous créez la pression sur l'entreprise. L'entreprise a besoin. Je vous donner l'exemple et pour terminer, pour ne pas trop parler, l'exemple de jus. Voyez-vous, lorsqu'une entreprise fabrique par exemple 1000 bouteilles de jus par jour,
et que parce que nous avons suffisamment sensibilisé ou bien ils ont fait du marketing, ça passe à 3 000 par jour. Vous savez ce que ça va créer? C'est que cette entreprise sera obligée d'augmenter le personnel. Mais au-delà de ça, dans tous les compartiments, on appelle ça la chaîne des valeurs. La production, ils vont augmenter. Le transport, s'ils avaient 2 globotos, ils seront obligés de passer à 3 globotos ou à 2 camions ou à 3 camions. Donc, il faut prendre un nouveau chauffeur. Et au niveau de la matière première, ils vont mettre la pression sur le producteur qui lui aussi va être obligé de recruter du personnel. Et donc, sur toute la chaîne, depuis la base jusqu'au marketing, ceux qui, s'ils avaient des petites boutiques, tout ça là va se multiplier et va créer de l'emploi. Alors, je voudrais dire aux jeunes béninois, pardon. Chaque fois que vous voulez poser votre argent sur un produit, si le produit est fabriqué au Bénin, préférez le produit du Bénin parce que c'est en cela que vous aurez un employeur pour vous appeler. Avant-moi encore un téléspectateur. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Oui. Merci de vous présenter. L'Antonio Francine, on m'appelle. Non, Fognon. Francine. Francine, d'accord. Nous vous écoutons, madame. Mon intervention s'adresse au coordonnateur du PSI. Alors, c'est pour lui dire que le programme, il faudrait beaucoup plus communiquer autour. Parce que le constat est qu'il n'est pas très connu. Il est connu, certes, des demandeurs d'emploi, cela va de soi. Mais quant aux entreprises... Les entreprises ne sont pas informées, c'est ce que vous dites, madame? Exactement. Parce que, on dit, ah bon, existe un tel programme, ou alors, c'est pour dire, oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler, mais c'est hautement politisé, c'est pas tout le monde qui a accès à ça, et quand bien même on essaye de les dissuader, ils sont vraiment convaincus que c'est politisé, il faut avoir des mentors, il faut avoir des connaissances pour pouvoir être bénéficiaire. D'accord. Donc, vous avez une entreprise, madame? Vous dites? Vous avez une entreprise? C'est une entreprise, mais de par mon métier, d'accord. Je suis en contact avec plein d'entreprises qui m'arrivent. Donc, ces entreprises ne se retrouvent pas dans le programme ou n'en ont pas entendu parler. Bon, je vais vous donner la parole à monsieur Lokosso. Vous allez y répondre et donner votre... D'accord. Non, j'aimerais rassurer la téléspectatrice que c'est un programme qui est ouvert à tout le monde. Nous manquons même d'entreprises qui veuillent bien respecter les règles du jeu parce que le programme est tel que quand l'entreprise demande, il faut qu'elle présente des garanties quand même de pertinence de ces demandes pour pouvoir prendre en charge les jeunes que nous leur donnons. Et il n'y a pas besoin de connaître quelqu'un pour être entreprise, il n'y en a pas. Je pense que c'est une plateforme sur laquelle les entreprises tout le monde peut aller. Nous sommes fondés à placer 2000 jeunes par an au profit de l'ensemble des entreprises, pour autant que les demandes soient formulées. Et comme je l'ai dit tantôt, le PSE, ce n'est pas qu'on a 2000 personnes qu'on répartit dans les entreprises, c'est lorsque les entreprises formulent des besoins d'un certain niveau, si elles formulent 10 000 besoins, nous on ne prend que 2000. Si elles formulent 1000, on satisfait les 1000. Donc c'est à ce niveau, il faut que les téléspectateurs soient rassurés. Et ils peuvent bien sûr aller sur notre plateforme www.psue.bj. Dans le dispositif, la Chambre de commerce et d'industrie, le Conseil national du patronat, la Confédération nationale des employeurs du Bénin sont des parties prenantes, sont des instances où les entreprises se retrouvent. Est-ce qu'il y a les informels dedans? Non, il ne peut pas avoir des informels parce que la première condition, c'est de disposer d'un registre de commerce. C'est de ça que la dame parle, j'en sais rien, mais peut-être que c'est l'une des préoccupations de Madame Francine. Oui. Bon, par rapport à la question de l'emploi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a des approfondissements à faire. Alors aujourd'hui, bien sûr, on parlera de la territorialisation des emplois. Il y a ce qu'on appelle, il faut pas même qu'on identifie les bassins d'emploi.
les bassins professionnels qui sont généralement territorialisés. Ce que ailleurs on appelle les guichets d'économie locale. Si nous disons par exemple le Gari Sorui de Savalou, qui a une identité remarquable en termes de produits, ou ailleurs on parlera de produits, quoi appelle-t-on, avec les GPS là, qui font maintenant là. On sait que tel produit, c'est telle zone. Quelle est la demande aujourd'hui? Comment on construit autour de ça tous les métiers qui vont aller à ce niveau? Quand le DG parlait tout à l'heure, ça rentre bien sûr dans un modèle qu'on appelle le modèle des agrégateurs, des clusters. Quand vous avez un agrégateur, il tire le secteur vers le haut, mais tout ce qu'il y a autour, au Japon, ça a fonctionné longtemps comme ça. Quand on prend Toyota ne fabrique pas tout. Il n'y a que l'ingénieur. Le pneu, les vitres, la carrosserie, c'est toute une kyrielle d'entreprises voilà, qui sont autour de ça. Donc, il y a ça. Social Ford. Voilà. Je me réfère à mes cours de management. Voilà. Et l'autre chose, et j'en aurais fini, en disant que la question des compétences, ce n'est pas que la formation. Dans l'ingénierie des compétences, il y a la formation, mais il y a aussi que nos entreprises, nos espaces d'apprentissage doivent pouvoir disposer d'autres atouts. Lorsque vous dites par exemple aujourd'hui à un jeune comment prendre la parole en public, je ne crois pas que ce soit seulement à l'école. Il y a ce que nous appelons les espaces alternatifs d'apprentissage, les associations, les différents clubs-services, où nos jeunes ne font pas l'effort. Quand vous voulez avoir un carnet d'adresses, vous ne pouvez pas rester chez vous avoir un carnet d'adresses, vous n'êtes pas dans des associations. Il faut sortir. Il faut quand même, à ce niveau, tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est quand même important d'avoir des espaces paraprofessionnels pour déployer son potentiel et avoir un réseau, un carnet d'adresses quand même qui permettent d'avoir l'emploi. D'accord. Merci à vous, Monsieur Lokossou. Oui, Monsieur Adjago, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le DG de la LIPE pour son développement tout à l'heure concernant la promotion du consommé local. Je pense que ça nous manque au Bénin. Il y a beaucoup de gens qui innovent au Bénin, qui créent des biens mais qui ne sont pas consommés. Je connais un ami qui fabrique des chaussures, mais qui est obligé de mettre Made in China pour vendre ça au Bénin, alors qu'il le fait au Bénin. C'est ce que j'ai porté même tout à l'heure là. Je voudrais vraiment nous inviter à faire ça. À commencer par faire confiance à ce que les Béninois produisent. Et je pense que c'est l'État aussi qui doit accompagner ça. Si l'État peut faire un peu de protectionnisme au niveau de certains biens, ça va vraiment favoriser la consommation locale et les jeunes se diront ce que je produis est consommable. Et l'État met en place tout le dispositif qu'il faut pour que cela soit consommé. Première chose. La deuxième chose, comme je le disais, une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est la relecture sérieuse des curricula de formation, dans tous les niveaux. C'est fait au niveau de l'enseignement technique en partie, il reste encore beaucoup d'autres séries dans lesquelles il faut faire la relecture des curricula, au cours primaire et dans l'enseignement général surtout. Je voudrais que les curricula soient vraiment relus. Et comme j'insiste beaucoup là-dessus, qu'on puisse vraiment infuser l'entrepreneuriat au curricula de formation. Je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile de créer un module d'entrepreneuriat dans les établissements parce que les masses horaires sont déjà couvertes. On ne peut plus encore en prendre quelque part. Donc, l'infusion, c'est l'alternative aujourd'hui pour que nous puissions parler d'entrepreneuriat au cours primaire, au collège, à l'université, pour que quand le jeune sort de l'université, du collège, du lycée, si l'État n'est pas prêt à le prendre, si les entreprises ne sont pas prêtes à le prendre, qu'il soit à même de se prendre en charge et que les programmes qui sont mis en place puissent vraiment faire la promotion de cette possibilité de créer d'emplois par les jeunes là, pour que nous puissions sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je voudrais aussi inviter les parents à se prendre en charge et à demander aux enfants aussi de se prendre en charge. On a trop attendu l'État dans notre pays. On pense que l'État, comme quelqu'un l'a dit dans ce qui est fait là, l'État viendra chez toi pour te donner l'emploi. L'État va tout faire. Nous ne sommes plus dans un système comme celui-là. Je voudrais inviter les jeunes à se prendre en charge. Et cela commence déjà par le choix des filières. Aujourd'hui, nous allons voir des jeunes qui font le choix de la facilité. Je vais faire telle série parce que quand on fait ça, on a une bourse. Je vais faire telle série parce que c'est plus facile de faire ça. Moi, j'en rencontre parce que très souvent, je fais les orientations. Vous allez voir des jeunes qui finissent leur bac G2, mais qui vont faire une formation de littérature sur le campus. Ça veut dire qu'il a un bac G2, mais il ne sait pas pourquoi il est allé faire la série G2. Celui qui a fait la G2, normalement, est prédestiné pour faire la comptabilité ou pour aller dans des métiers qui sont connexes à la comptabilité. Je voudrais vraiment nous inviter à renverser cette tendance-là et inviter également le gouvernement à revoir la politique d'orientation scolaire et universitaire chez nous. L'État est presque absent au niveau de l'orientation scolaire, au niveau collège et dans les lycées. Et je suis un peu peiné des fois quand on fait les concours d'entrée dans les lycées que l'État ne recrute que 2 personnes, 3, 4, 5. Et quand on veut recruter également les enseignants dans les écoles normales,
qu'on ne recrute que 30 professeurs de français, pendant que l'État même pense qu'il en a besoin de jusqu'à 1000. Et c'est là que je salue un peu ce que le directeur disait tout à l'heure. Quant à la définition des besoins par rapport au futur, dans 5 ans, dans 10 ans, nous avons besoin de combien d'anciens de français? L'État même recrute combien pour des bourses? Et combien on peut demander à titre sponsoring, à titre payant, pour que nous puissions, dans 5 ans, avoir les ressources humaines en français dans tous les domaines pour que notre économie ne manque pas des ressources humaines dont elle a besoin. Merci à vous, Monsieur Boumer Agbagba. Je rappelle que vous êtes enseignant, formateur en entrepreneuriat. Monsieur Akako, sur la même question, ce que l'État doit faire pour booster davantage cette volonté de créer plus d'emplois. Oui, je voulais aussi revenir sur la question de l'orientation. Et je voudrais souhaiter que les communicateurs nous accompagnent parce que les parents manquent d'informations sur les métiers porteurs pour accompagner leurs enfants dans le choix des métiers, juste pour les guider. Donc, il faudrait que vous puissiez aussi être bien informés sur la nouvelle dynamique, les réformes qui sont en cours pour pouvoir partager avec le public et permettre une meilleure orientation de ces jeunes. Je voudrais revenir sur le programme de création des nouveaux lycées techniques agricoles. Tout à l'heure, vous avez dit que ça fait beaucoup. C'est vrai qu'il y a un projet derrière. Derrière chaque nouveau lycée technique agricole, il y aura une unité économique à vocation pédagogique de 1000 hectares qui va permettre d'accompagner la dynamique de la nouvelle formation qui est prévue. Je sais que ça doit intéresser M. Lokossou, puisque actuellement nous discutons du modèle de gouvernance qui doit être mis en place pour faciliter la gestion de ces unités économiques. Donc c'est pour cela qu'il y a cette vision du chef de l'État qui va être concrétisée à travers la création de nouveaux lycées. Mais en même temps, il y aura la redynamisation des anciens lycées techniques agricoles, réfection et équipement pour que les 30 lycées techniques agricoles soient aux normes et puissent produire. Nous avons parlé de problèmes de gari. Nous refusons l'exportation du gari. Pourquoi? Il y a du manioc à transformer. On peut exporter le gari et ne pas laisser les Chinois commencer à nous vendre du gari ou du attiéké. Donc, je pense que c'est une nouvelle dynamique qui est très porteur et nous pouvons espérer un développement économique durable. Voilà. Merci à vous, Monsieur Mathias René Akakpo. Vous êtes au conseil technique à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle. Merci également à vous, Monsieur Agbagba, enseignant formateur en entrepreneuriat. Monsieur Hubert Megbedji, merci beaucoup, directeur de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et enfin, directeur général de cette agence-là. Et vous, Monsieur Lokossou Charlemagne, vous qui êtes le coordonnateur du programme PSIE. Merci à vous, mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis.